Écoutez, on verra. Mais maintenant, je vais vous demander à tout le monde, à vous deux, à Thierry, à tout le monde qui regarde et qui écoute, on va se mettre dans une sorte de bulle de tout ce qui se passe et puis on va essayer d'observer une entité qui existe actuellement sur la Terre et qui s'appelle Palantir et qui est, à mes yeux, une des entités les plus dangereuses de la Terre. Dans ma tête, quand j'ai entendu parler de Palantir et de ce qu'ils font, il y a déjà, à l'époque de J'ai un doute, donc 2011-12, on va dire, je me suis dit, il faut que tout le monde sache ce qu'ils font eux, parce que concrètement, c'est les ficelles. Ce n'est pas les marionnettistes, c'est les ficelles. Okay? Là, je vous parle des ficelles qui connectent ceux qui tirent les ficelles avec les marionnettes. Okay? Marionnettes qui sont ceux qui en élient ou les gens qui en pensent qui ont du pouvoir et tout ça. On va parler de Palantir, un géant qui ne devrait pas exister. Et avec ça, on va devoir prendre de la hauteur, y compris en tant que gens qui ont suivi le narratif de Q, etc., etc. Parce que si j'ai commencé à prendre un petit peu de distance avec toutes ces histoires de Q et de Trump, c'est parce que Palantir, je ne l'ai pas vu mentionner une seule fois dans les posts de Q. Et ça devrait l'être. Toutes les entités, donc j'ai ici le site, okay, Q Alert. Donc, juste pour que vous voyez, je vais aller voilà, et je vais écrire Palantir. OK? Palantir. Je me disais, si tu l'avais écrit avec un E, ouais, tu l'aurais jamais faut le dire aux gens, c'est vrai que genre 4 minutes avant de rentrer à l'antenne, il avait écrit Palantir avec un E 18 fois dans l'article. On a tout corrigé. Faut que les gens le savent, ça. Donc là, ça aurait pu faire un moment un peu... Merci les gars de m'aider avec Cocasse. la crédibilité. Par contre, Peter Thiel. Ça va, ça arrive Il y de a faire des erreurs. une seule Ouais, fois Thiel, mentionné Peter Thiel dans un truc qui parle de Silicon Valley, etc., mais ça ne parle pas du tout de Palantir. Du coup, moi, c'est pour ça que je vous dis que vous soyez pro-Trump, contre Trump, pro-Q, anti-Q, avec un Q, sans Q, peu importe ce que vous êtes, là, il faut juste prendre de la distance pour analyser cette entité, okay? Et ensuite, on va reconsidérer tout ce qu'on pense savoir à travers ce nouveau prisme. Okay? Je vais vous proposer ça, on essaie de le faire ensemble et puis on voit comment ça se passe. Il existe une entreprise qui dit aux États que penser en se basant sur la collecte et l'analyse de toutes nos données privées. Cette entreprise privée est devenue indispensable pour les prises de décisions politiques, mais pas seulement. Palantir est un monstre géant qui ne devrait pas exister. Il est vraiment temps de parler de Palantir. Les origines d'un monstre. Le USA Patriot Act est une loi américaine adoptée après les attentats du 11 septembre 2001. Okay, vous vous rappelez. Officiellement, il s'agit d'une loi qui renforce fortement les pouvoirs de surveillance du gouvernement pour lutter contre le terrorisme. C'était l'idée. Et c'était une idée qui les arrangeait bien parce que ces terroristes s'étaient préparés à moitié à l'étranger. Donc ça veut dire pour la sécurité des États-Unis, ils se sont donné le droit d'espionner aussi l'étranger. Donc le Patriot Act, c'était l'ouverture aux données de la planète entière. Okay? Ce n'était pas juste les États-Unis qui étaient surveillés, c'est la planète entière. Concrètement, le Patriot Act, parce qu'il y a la partie officielle, mais il y a le concret. Concrètement, il permet d'écouter et de surveiller plus facilement des communications, donc téléphone et Internet, d'accéder à des données personnelles, donc banques, bibliothèques, entreprises, de partager plus d'informations entre les agences de renseignement et la police, donc entre agences de renseignement de différents États aussi, de détenir et enquêter plus facilement sur des personnes suspectées sur le terrorisme. Donc ça, c'était le focus, il fallait que ça parle de terrorisme, mais le truc, c'est que la définition de ce qui est un terroriste, elle n'est pas claire. Même nous, déjà, on est fiché S. Okay? Surveillé parce qu'on a des profils qui ne collent pas au système, tu vois. Mais fichier S et terrorisme, ce sont des choses qu'ils ont essayé de mettre dans la tête des gens. Il y en a qui nous ont taxés de terroristes dans les médias, tu vois. Donc c'est juste pour dire que c'est pas parce que ça parle de terrorisme que ça parle seulement des terroristes. Hein.
Rappelez-vous que dans des périodes de guerre, les résistants sont considérés comme les terroristes jusqu'à la fin de la guerre en général, tu vois. Donc, je dis pas que les attentats et tout ça, hein, ça c'est les terroristes des services de renseignement, c'est pas des vrais résistants. Donc, bref. Ensuite, il y a cette partie qui est la plus controversée du Patriot Act, qu'on va réévoquer plus tard, qui est la section 215. Cette partie autorisait le gouvernement américain à demander à des entreprises ou organisations de remettre des données sur des personnes. Obtenir ces informations sans mandat classique et utiliser un tribunal spécial qu'ils ont créé pour l'occasion qui s'appelle Foreign Intelligence Surveillance Court. Donc, ils ont créé une entité internationale pour pouvoir prendre ces décisions, sauf que cette entité internationale, elle était au-dessus des États-Unis, mais contrôlée par personne d'autre que les États-Unis. Tu vois le problème là. Oui. Les données pouvaient inclure, par exemple, des historiques de bibliothèques ou d'autres services, des relevés téléphoniques, des informations bancaires. Ça, c'est important, hein, parce que tu regardes ce qu'une personne consomme, tu sais très bien qui il est, comment il fonctionne et tout ça. Donc, et aussi des dossiers d'entreprise. Tout petit truc par rapport à cette histoire, il y avait quand même des choses qui faisaient que la surveillance des citoyens américains par des forces américaines, comme ça, n'était pas trop autorisée. Donc, ils ont inventé un truc qui s'appelle les Five Eyes. Il y avait 5 pays, donc États-Unis, Angleterre, Australie, Canada, et puis le 5e, je sais plus. En fait, quand t'es, admettons, t'es le gouvernement américain, il y a un Américain qui t'intéresse, t'appelles l'Australie, tu lui dis, hey, toi, tu as le droit de surveiller des étrangers, donc va surveiller lui qui est américain et qui m'intéresse, et puis quand tu as collecté toutes les informations qui t'intéressent, tu me les files à nous. Donc il y avait aussi des espèces de, on peut appeler ça des petites fils de puterie comme ça, qui étaient mises en place. Tournement, ouais. Voilà. Collusion d'intérêts. Alors, le Patriot Act a permis une collection de données internationales qui dépassait les capacités du gouvernement. Parce que là, on parle d'enregistrer tous les appels. D'enregistrer. Et le truc, c'est il collectait, en gros, vous savez que votre téléphone, si vous avez un smartphone et que vous faites une conversation et vous parlez par exemple de il faut que je change de pneus de voiture, il y a 9 chances sur 10 que le soir même, vous ayez des pubs de pneus de voiture sur votre téléphone, sur Internet, YouTube et tout ça. Comment vous pensez que c'est arrivé aux oreilles des commerçants, ça, que vous cherchez des pneus? C'est le téléphone qui écoute, et toutes ces choses-là sont transcrites et envoyées sous format texte. Et bref, et c'est une quantité de data inimaginable qui a commencé en 2001. Donc, juste pour que vous compreniez pourquoi on parle de data center énorme et de toutes ces choses-là en ce moment, tu vois. Parce que la collecte des données n'a jamais arrêté, en fait. Le Patriot Act a permis donc une collection de données internationales qui dépassait les capacités du gouvernement, et c'est là que Palantir a vu le jour pour apporter des solutions, pardon pour le pan là, de collecte, de rangement et d'analyse. Écoutez maintenant ce qui se passe avec ce truc. Le Patriot Act crée le besoin. Après les attaques du 11 septembre, le Patriot Act a permis une collecte beaucoup plus large de données, un partage accru entre agences FBI, CIA, NSA, etc., et l'analyse de grandes quantités d'informations pour détecter les réseaux terroristes. Palantir a fourni les outils. Fondé en 2003 par notamment Peter Thiel, Palantir développe des logiciels qui permettent de fusionner des bases de données différentes, repérer des relations entre personnes, lieux et événements. Pas que pour les terroristes, c'est pour tout le monde. Analyser des réseaux complexes, comme ceux des complotistes par exemple. Ces plateformes principales sont la Palantir Gotham, qui est utilisée par les services de renseignement de la police, et la Palantir Foundry, qui est plutôt pour les entreprises. Donc, voilà. Zut, flûte. Hop. Alors, utilisation par les agences. Qui utilisait Palantir pendant ce temps-là? Les outils de Palantir ont été utilisés par plusieurs institutions américaines, comme la CIA, le FBI, la NSA, et le USCC, c'est le service des immigration. Voilà. Et ICE, en fait. Donc, ICE, entre autres. Ouais, pardon. Alors, maintenant, et vas-y, je vais aller jusqu'au bout parce que vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Hein. C'est le Patriot Act, c'était l'ouverture des portes.
pour se nourrir des données privées de la planète entière. Et ça, c'était l'acte posé par un gouvernement qui a donné accès à toutes ces données à une entité privée derrière. Toutes ces données n'ont pas été traitées par l'État, ça a été traité par Palantir. OK? Et Palantir est une entité privée. Vous comprenez le problème là déjà? C'est ceux, dans la guerre d'information, ce sont ceux qui possèdent toutes les informations. Ce que je veux dire, c'est que le problème, oui, c'est une entité privée, certes, certainement détenue par les BlackRock et Vanguard et compagnie. C'est le deep state, en fait, quoi. C'est-à-dire, c'est des privés, parce que c'est chiant de devoir gérer avec ces histoires de loi et de démocratie. On fait ce qu'on veut, on finance tout, on gagne tout. Donc, c'est un des éléments. Les origines du deep state viennent du complexe militaro-industriel. Il y a industriel dedans. Et donc, ça veut dire, ils viennent du privé. C'est les barons, en fait. Les barons voleurs, les fameux, tu sais. Donc, le privé, c'est quand même le seul moyen de voler tout et de s'en mettre dans ses poches à soi, au final. Il faut que ça passe par le privé pour que ça finisse dans les poches des barons voleurs, justement. Ouais. Donc, il y a un vrai problème. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème. Je suis complètement d'accord qu'il y a un problème, mais c'est un problème qui est... Là, tu mets le focus sur une sous-partie de ce problème qui est déjà quand même connu, identifié. Attends la suite. Attends la suite, parce que s'il était réellement connu et identifié, on n'en serait pas là où on est aujourd'hui. On va parler de Snowden et de Prism. Ça, je me rappelle, à l'époque, on en parlait beaucoup de Snowden, de Prism, mais après, ça a disparu. En 2013, Edward Snowden a révélé que la NSA utilisait la section 215 qu'on a mentionnée plus tôt pour collecter massivement des métadonnées téléphoniques. Il a également révélé au public l'existence du programme de surveillance secret PRISM en 2013 en divulguant des documents internes de la NSA. PRISM est un programme secret de surveillance électronique du gouvernement américain qui permettait aux services de renseignement américains d'accéder à des données d'utilisateurs stockées par des grandes entreprises Internet. Le programme était géré principalement par la NSA avec la coopération du FBI. Non mais ça, PRISM est un programme secret de surveillance électronique du gouvernement américain qui permettait aux services de renseignement américains d'accéder à des données d'utilisateurs stockées par des grandes entreprises Internet. Attendez de voir quelles entreprises Internet. C'est Yahoo, c'est Google, c'est Microsoft, c'est Facebook, c'est Apple, c'est Twitter. Le programme était géré principalement par l'NSA et l'FBI. Les autorités pouvaient obtenir, avec une autorisation du tribunal qui était le leur, créé par le Patriot Act, des emails, conversations audio-vidéo, des photos, des fichiers stockés dans le cloud, des historiques de connexion, des messages instantanés. Et ça, c'est que des exemples. Selon les documents révélés, les demandes pouvaient viser des données provenant des services de grandes entreprises technologiques comme Yahoo, Google, etc. Là, on est dans ce qui explique un peu Twitter Files. OK? Il y a un autre narratif, en fait, par rapport à ça, si je puis me permettre. Vas-y, alors, permets-toi, parce qu'après, on passe à la partie approfondie. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas tomber dans la sursimplification qui consiste à voir que le gouvernement, c'est un groupe homogène avec tous les mêmes intérêts. Et notamment dans cette histoire de Snowden, alors moi, comme je vous parle d'un narratif. Un narratif auquel moi, j'accorde un certain crédit parce qu'il me paraît cohérent avec ce qui s'est passé tout autour. Si je me trompe, je me trompe. Mais ce narratif, c'était quoi? C'était qu'au milieu de tout ça, là, de cette époque-là, donc on parle de quoi? De l'époque Bush, Obama, donc voilà, l'époque full deep state, avant que Trump il vienne mettre les pieds dedans et il vienne un petit peu chambouler tout ça. On se retrouvait avec ces agences, et notamment la CIA en tête, qui avaient plus ou moins tout pouvoir pour faire tout ce qu'ils voulaient. Et au milieu de tout ça, on avait la NSA, qui était une agence qui était contre la CIA, en fait. Voilà. La NSA et la CIA n'étaient pas dans le même camp de cette espèce de guerre cachée qui avait lieu, notamment au sein du Deep State. Ça, c'est le narratif Q. Ouais. Moi, j'ai dit, si on veut comprendre Palantir, il faut qu'on s'enlève de la tête tous les narratifs. Parce que ce que j'essaie de te dire là, c'est que Q ne parle jamais de ça. Il y a une forte probabilité à ce que toute l'opération Q soit basée sur Palantir. Parce que si tu prends... Ouais, mais ça pose un problème du coup. Donc, voilà. Alors,
Palantir. Allons-y, ça pose quoi comme problème en fait? Parce que oui, ok, il pique des informations et il devrait pas le faire et c'est dégueulasse. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, attends la suite. Attends la suite. Ok, attends la suite. Palantir, un Frankenstein de la fusion entre technologie et pouvoir. Donc récemment, je suis tombé sur cet article qui est très long et qui parle de Palantir. Et c'est à mes yeux le meilleur résumé de ce que fait Palantir et des dangers que ça représente. Et je me suis dit, mais c'est du pain béni, c'est un cadeau parce que j'aurais pas pu mieux écrire quoi que ce soit là-dedans. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi, mais qui explique des choses que je connais et que j'ai étudiées depuis déjà plusieurs années. Donc, on va faire un résumé de cet article, mais en même temps, on apprend Palantir. Okay? L'idée centrale mentionnée dans l'article par Olivier Tesquet, qui est spécialiste, c'est pas un spécialiste, mais c'est un gars qui connaît bien le sujet, on va dire. Palantir n'est pas seulement une entreprise technologique, c'est un modèle de pouvoir politique et militaire pour le XXIe siècle. Palantir incarne la fusion de 4 éléments: surveillance, guerre, capitalisme technologique, idéologie politique. Autrement dit, la société représente un nouveau type de puissance où la technologie devient l'infrastructure du pouvoir étatique. Technologie contrôlée par le privé d'ailleurs. Ce que fait réellement Palantir. L'intervenant insiste sur un point souvent mal compris. Palantir ne vend pas les données. Ils vendent la capacité de donner du sens aux données. C'est l'analyse qu'ils vendent, ce n'est pas les données. Donc ça veut dire autre chose. Ces logiciels principaux, comme on a vu tout à l'heure, c'est Gotham et Foundry, donc pour les services de renseignement et pour les entreprises et administrations, mais ils ont ajouté récemment le AIP, c'est une plateforme IA connectant des modèles d'IA aux bases de données opérationnelles. Donc dans tout le merdier data center, machin truc, ils ont collé une IA dedans qui fait un tri et des analyses beaucoup plus rapides. Voilà. Ces systèmes agrègent des données très différentes, donc la biométrie, des rapports, géolocalisation, réseaux sociaux. Okay, donc on est dans la surveillance totale de tout ce qui fait votre smartphone et votre PC et tout ce qui fait les appareils, tout ce qui font les appareils numériques que vous avez ou qui vous entourent. Ils y vont là. Ils les agrègent des données très différentes, ils les organisent dans un tableau de bord unique et ils proposent des analyses et des interprétations de données. Leur vraie stratégie, c'est de devenir indispensable aux États, parce que les États font partie de leurs clients. La stratégie centrale décrite dans l'article est le vendor lock-in, qui signifie qu'une fois que l'administration utilise Palantir, elle ne peut plus facilement s'en passer. Pourquoi? Parce que Palantir ne se contente pas de fournir un logiciel. Palantir structure la manière dont l'État comprend ses propres données. Donc, les procédures administratives se construisent autour du logiciel. Les décisions passent par lui. Sortir du système devient extrêmement difficile. Le vrai produit de Palantir est cette dépendance. Mais moi, j'irai au-delà de ça. Le vrai produit de Palantir, c'est un filtre de perception étatique. Parce qu'encore une fois, les États vont aller consulter les logiciels de Palantir pour prendre des décisions qui sont basées sur les analyses de Palantir. Analyses dont ils ne peuvent pas vérifier s'ils viennent des data ou s'ils viennent d'un certain intérêt. Et sans Palantir, ils ont l'impression d'être aveugles. C'est l'œil de Sauron, quoi. C'est exactement ça, ouais. Non, mais c'est-à-dire que oui, effectivement, ça te permet le Palantir, vas-y Nico, c'est toi qui voulais en parler avant le live. Qu'est-ce que ça veut dire Palantir initialement? Écoute, moi je suis pas un expert en Tolkien. Je sais juste qu'il y a des pierres qui ont été créées à un certain âge, à l'âge de Silmarillion, qui ont été distribuées. Il y en avait 7 en tout. Palantir, ça vient de l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Palantir sont des artefacts magiques du Seigneur des Anneaux créés par les elfes Noldor de Valinor, probablement blablabla, Fëanor ou je sais pas quoi. Pendant les années des arbres, ces sphères de cristal noir indestructibles, appelées pierres de vision ou pierres clairvoyantes, permettent de voir les lieux. Donc c'est ça Palantir. Permettent de voir des lieux éloignés dans l'espace et le temps, ainsi que de communiquer par télépathie avec d'autres utilisateurs de Palantir.
etc., etc., ouais. Donc, Ouais, mais tu veux c'est ce que je qu'il dit, lise elles toute deviennent des l'histoire outils ou- stratégiques. Non, mais c'est ça qui fait dire. Il y avait des trucs qui étaient intéressants, des parallèles qui étaient intéressants. Ça devient des outils stratégiques, donc des outils dont tu ne peux pas te passer. Il y a aussi cette espèce de biais qui fait que si toi tu regardes dans le Palantir, bah, la personne qui est de l'autre côté du Palantir peut regarder dans toi et avoir c'est finalement ça. une connaissance de toi. Donc en fait, il y a une espèce de soumission complète des utilisateurs du Palantir au système et Palantir. finalement au boss de ce système qui est Sauron. Donc Mais- voilà. Donc là, Ouais, mais là, c'est la Hmm. même chose, en fait. C'est c'est identique. pour ça La que c'est référence, intéressant elle de est le mentionner, parfaite. ouais. Mais c'est Mhm. terrifiant, ça. C'est pas une bonne chose. ah non, Oui, pas c'est une bonne très chose, terrifiant, ouais. d'accord. Donc, alors, il faut qu'on regarde tout ça. Une vision politique, la privatisation du pouvoir étatique. C'est la vision politique Palantir. Palantir représente une transformation du pouvoir de l'État. L'idée, c'est de transférer des fonctions centrales de l'État vers des infrastructures technologiques privées, comme Palantir. C'est-à-dire l'État fait les lois de merde et Palantir prend tout le travail, tout ce qui est le positif. Et donc l'État se tape les attaques, Palantir, ça tape l'autorité, la richesse, la gloire et tout ce que tu veux. Exemple évoqué. En immigration, on a le ICE qui est géré par des structures privées, quoi. C'est ICE. Le renseignement aussi, la police, une guerre algorithmique. Cela crée un État piloté par des plateformes technologiques privées. C'est-à-dire l'État se fait entourer par des entités privées pour se faire conseiller. Et ces entités privées qui le conseillent peuvent le conseiller pas pour l'intérêt des gens, mais pour leur propre intérêt. Et l'État en soi, il est aveugle. Nous, en France, comment c'était quoi? C'était McKinsey, l'entreprise qui avait. Mais on va McKinsey, dire, c'est un. Ah oui, une c'est façade. un nain, Palantir, Ouais. c'est Non, mais marqué c'est une façade, IA, tu ouais. penses? D'accord. C'est le oui. bouc émissaire. Il faut qu'on mette un que tout le monde regarde par là pour qu'il ne regarde pas d'où ça vient réellement. Parce que réellement, d'où ça vient, c'est encore une fois des smartphones, tu vois. J'ai cherché mon smartphone, mais voilà, c'est celui-là que j'ai. Donc, il n'est pas très smart, lui. Ce qui fait que moi, je le suis plus. Bref. Je rigole avec mes blagues, c'est bien. Alors, une vision géopolitique, l'infrastructure du futur ordre mondial. Une phrase résume l'idée de l'auteur. Le marché achète l'idée que Palantir deviendra le système nerveux du prochain ordre mondial. L'intervenant explique que la valorisation énorme de Palantir, plusieurs centaines de milliards, 400 milliards actuellement, n'est pas due seulement à ses revenus. Elle repose sur une croyance stratégique que les guerres futures sont des guerres de données. Que celui qui est là, ça c'était leur stratégie bien avant la guerre de l'information, parce que guerre de l'information et guerre de données. Oui. Hein. C'est-à-dire, l'un inclut l'autre, oui. Que celui qui contrôle l'infrastructure logicielle du pouvoir dominera. Et Palantir veut devenir cette infrastructure. Et c'est ce qu'il a toujours essayé de faire. Mais en fait, ça craint. Oui. Parce que ça fait le lien avec. Je ne sais pas si tu fais le lien avec le sujet qu'on a eu tout à l'heure à propos de l'Iran. C'est-à-dire que c'est une façon de faire la paix. Si tu peux contraindre les États à accéder au Palantir et créer une énorme dépendance, donc du coup, avec l'entrée et la sortie des données dans le Palantir, d'accord? Mais je peux ne suis pas sûr contraindre, que en fait. l'Iran utilise Palantir. Non, mais pense justement, pas, et c'est ce qui fait le problème aujourd'hui. Je pense qu'Israël l'utilise, l'Iran ne l'utilise pas. Mais si tu as, si tu as imposé la mutuelle surveillance des deux États, c'est-à-dire que ça garantit en quelque sorte que secrètement, ils ne peuvent pas faire un programme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ça enlève la paranoïa. Ouais, en gros, il est en train coup, de forcer la main à tous les États d'entrer là-dedans, quoi. Oui, non, mais je l'affirme pas. C'est ce qui m'inspire, ce que tu me racontes là jusqu'à. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait même pas, en fait. Donc finalement, on assure la paix par un procédé hyper cynique qui consiste à verrouiller l'intégralité des États dans une espèce de surveillance de masse totale. Du gouvernement mondial, en fait. C'est ça le fameux. Oui. Et donc du coup, c'est un petit peu ça, moi, comment dire. On sait qu'il y a des gens qui s'opposent au gouvernement mondial. Et que cette guerre, elle a lieu sous nos yeux. Là, on a l'aspect auquel je suis tout à fait prêt, j'accorde beaucoup de crédit à ce résumé de cet article que tu nous fais. Ok, Palantir est une des grosses ficelles de la mise en place de ce gouvernement mondial. Mais maintenant, dans cette guerre qui a lieu,
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? C'est quelle date l'article que tu nous résumes en fait là? Là, de quelques jours. D'accord, ok. Donc, ouais. Ça t'a coupé la chic, hein. Non, ça m'a pas coupé la chic dans le sens où je veux dire, c'est juste que c'est écrit par quelqu'un qui n'a pas du tout le filtre Q, Trump et tout ça, tu vois. Ah, mais complètement. Pour lui, je Trump avec Musk, ils sont en train d'aider à l'instauration de ça, avec toute cette histoire de corruption politique qui va justifier des ministres intelligence artificielle ou des entités privées qui entrent surveiller le gouvernement comme Elon Musk à travers Dodge, tu vois. Donc, si tu veux, moi, si je lis ça et je vois un petit peu ce qui est en train de se passer, je vois qu'on avance vers la technocratie. Ça devient évident entre les analyses financières qui te disent ça, ok, qui te disent que si on veut éviter la crise, il va falloir que le travail des entités étatiques doit être fait par des IA parce que l'État ne pourra pas payer des gens pour ça, tu vois. Et donc, du coup, si on fait ça, peut-être qu'on va éviter un effondrement total et absolu, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est technocratie, hein. On voit l'exemple avec l'Albanie. On voit ensuite comment Trump il est venu intégrer dans le système politique les réseaux sociaux, parce que maintenant, ils en font pleinement partie. Les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, le réseau social le plus important en termes de narratif, qui est X, il est entre les mains de quelqu'un qui est proche de Trump et qui a des idées, comme on a vu, comment tu dis là, sur les humains, transhumanistes, ok, transhumanisme, technocratie, tu sais, ça suit la même direction. C'est la technologie, le sauveur en fait, tu vois. Rationalisation, Et donc, je dis pas ça pour dire c'est bien ou c'est mal, je dis ça juste que si on sort le narratif de Q dedans et on s'intéresse à Palantir, toute l'opération de Q aurait pu être créée par une IA qui se nourrissait des informations de Palantir pour comprendre la pensée complotiste et du coup, leur donner ce qu'ils veulent savoir pour les garder calmes. C'est la meilleure façon de faire des psyops. Parce qu'ils ont accès à tout. Je mets ça en l'air, je dis pas que c'est ça. Je dis que le fait qu'une entité comme ça existe, que cette entité a commencé à avoir lieu basée sur un truc qui s'appelle Patriot Act, et que maintenant il y a un camp des patriotes qui viennent pousser dans une certaine direction, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on croit parce qu'il y a des entités qui nous connaissent mieux que nous, qui nous regardent, nous, en ayant accès à toutes nos données avec beaucoup plus d'objectivité que nous avons sur nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils sont plus compétents sur nous-mêmes que nous le sommes avec nous-mêmes. Ils peuvent nous manipuler plus facilement que nous, on peut changer nous-mêmes, qui est une forme de manipulation intérieure, si tu veux. Et donc, ce que j'essaie de dire par là, c'est que c'est très important de comprendre l'importance de l'humilité dans la situation et de voir les monstres qu'on a en face. Donc, ça revient un petit peu à... Tu sais, tout à l'heure, j'ai perdu mon idée, j'ai perdu mon fil, il m'est revenu genre 1 heure et demie. Je t'avais dit, ça va revenir, ouais. Ouais. Tu sais, en gros, qu'est-ce qu'on est? On est dans une situation où, en gros, voilà, quoi, 95% de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est de la désinformation, des fausses vidéos créées sur de l'IA. On n'est pas foutu, même quand c'est vrai, de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Plus les gens qui racontent n'importe quoi, plus une couche derrière de médias institutionnels qui racontent n'importe quoi, mais dans un autre agenda, dans une autre optique, et avec tout ça. Plus toutes les interactions qu'on a, soi-disant, avec des gens, il y en a une bonne partie, plus de la moitié, c'est avec des bots. C'est comme si tout nous poussait à jeter notre téléphone et à aller prendre une bêche et d'aller cultiver notre jardin, quoi. Et ça, on a toujours cette possibilité de le faire. Ça, c'est toi qui le perçois comme ça. Mais la plupart des gens, malheureusement, restent dans les guerres de narratifs. Ils choisissent un camp et ils se mettent à combattre le camp d'en face. Et pendant ce temps, la vie continue. Ouais, mais ça, je prends pas ça comme argument. Je veux dire, moi, je suis comme ci, mais les autres, ils sont comme ça. Moi, je suis la seule personne sur qui je peux avoir une influence, c'est moi-même. Et on va dire, ma famille proche, mon cercle familial. Donc, ce qu'ils font les autres, tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous fait ce qu'on fait, parce qu'à un moment donné, on a vu quelqu'un qui nous a montré l'exemple. On a dit, c'est cool ce qu'il a fait, lui. En gros, chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, de positif, d'original qui a été fait, c'est souvent parce qu'il y a quelqu'un qui t'a montré que c'était possible de le faire. Donc, peut-être ça va aboutir, peut-être ça va pas aboutir. Tu savais pas que c'était impossible.
C'est ça. Peut-être que la dernière fois, je parlais avec une nana, là, je lui disais, tu sais, en fait, tout n'est pas noir, il y a de l'espoir, tout ça. Elle m'a dit, moi, j'attends qu'une seule chose, c'est la tempête solaire qui va tout faire cramer tout ça et qu'on revienne à l'âge de pierre. Bon, voilà, c'est aussi une vision qui existe dans la société. Et je peux comprendre d'où vient cette espèce de pessimisme quand on a des analyses comme ça, du genre, d'une certaine façon, Rudy, j'attends aussi l'ouverture du 7e sol, le fameux, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que je vais l'attendre en me grattant les devant. Mais je suis pas en train de critiquer quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas. Je dis pas ça. C'est que je dis que c'est pas parce qu'une personne dit que j'attends ce moment-là, ça veut pas dire qu'elle est en train de te dire que j'attends et je fous rien en attendant. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je veux dire, qu'il y avait beaucoup de pessimisme par rapport à tout ça, mais on a quand même la possibilité. Si tu demandes à Thierry Casasnovas, je suis sûr il va te dire la même chose. J'attends qu'une chose, que ça s'effondre, tu vois. Et pourtant, il reste pas. En attendant, il construit un truc qui donne un exemple de dingue à plein de gens, et que plein de gens commencent à aller un petit peu à leur petit niveau dans cette vague-là. Et mais ça, ce n'est pas ni Trump, ni Q, ni Palantir, ni machin. Ça, c'est la réaction humaine. Ok, c'est l'intelligence humaine qui a tendance humaine. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il y a Dieu qui vient mettre son petit doigt là pour nous alors, mettre une situation. Si tu préfères l'intelligence des fils de l'homme, ok, si tu préfères. Ça, ok, donc c'est l'intelligence des fils de l'homme qui existe en chacun de nous et qu'on appelle l'intuition tout simplement. Ok, cette chose-là, elle nous appelle. Et elle, dans des situations comme ça, si sa voix elle est suffisamment forte ou si on est dans le silence suffisamment, on peut l'entendre. Le problème, c'est qu'on n'y a pas assez de silence et qu'on ne l'entend pas, on s'enferme dans les narratifs. Et du coup, il y a des camps qui se prennent la tête et puis lui, il est opposition contrôlée, puis lui, il ne pense pas comme moi, alors moi, je vais lui dire comment on pensait, et machin, et truc, etc. Et c'est, tu vois, c'est pour ça, je dis tout ça pour qu'on comprenne que c'est très important de ne pas donner son autorité à n'importe qui, surtout dans cette période-là. On va continuer, parce que je n'ai pas fini encore 4 chapitres sur le sujet-là. On va parler maintenant de la méthode idéologique derrière l'entreprise. Okay? L'article insiste aussi sur la philosophie des fondateurs, notamment celle de Peter Thiel, qui est impliqué dans les dossiers Epstein jusqu'à là. Palantir, c'est important. Palantir, on a parlé d'Israël, de Mossad, de Netanyahou. Et Palantir de Thiel, qui était un proche de Epstein. Et on a parlé de Epstein et de Mossad. Si on parle de Thiel, il y a beaucoup de gens qui le voient comme un candidat pour être l'antéchrist, on va dire, très très crédible. Et il a donné des conférences sur l'antéchrist. Ces gens-là, ils ne sont pas étrangers. Il s'est exprimé là-dessus. Tu tapes sur YouTube Peter Thiel antéchrist. Il dit quoi? Ça, honnêtement, tu me prends un peu de cours. Je sais pas. Il faudrait qu'on creuse la question. Mais il y a beaucoup d'informations. C'est quoi? Je vais demander à Grok. Demande à GPT. Grok, il est assez manipulateur, il est mesquin. Moi, je n'ai pas de compte GPT. Moi, j'ai pas de compte chat GPT. Mange du cassoulet, tu vas en avoir un. C'était la première. Donc, qu'est-ce qu'il faut lui poser comme question? Quel lien entre Peter Thiel? Non, mais dis, quels sont quels sont les propos tenus par Peter Thiel à propos de l'antéchrist, voilà. Ouais, en gros, ouais. Et vas-y, chiche, moi je fais la même chose sur ChatGPT. Okay. Oh là là, vas-y, on va débunker la technologie par le biais de la technologie. On va débunker. Avec l'accent de Nicolas, on va débunker la technologie. Attendez, vous voulez que je vois sur Gemini? J'ai Gemini aussi. Allez, chiche. Quelle est la position de Peter Thiel sur l'antichrist? Tac. Alors, je commence. Allez, vas-y. C'est le premier qui est affiché. La position de Peter Thiel sur l'antéchrist est assez inhabituelle. Il ne parle pas seulement d'un personnage religieux futur, mais d'un concept politique et technologique lié à l'avenir du monde. Voici l'essentiel de sa pensée. L'antéchrist comme projet de gouvernement mondial. Pour Thiel, l'antéchrist ne serait probablement pas un tyran ouvertement maléfique, mais plutôt quelqu'un qui promet paix et sécurité afin d'unifier le monde sous une autorité globale.
Ok. Il s'appuie sur un passage de la Bible où l'Antéchrist est associé au slogan Peace and Safety. Dans son interprétation, cela pourrait prendre la forme d'un État mondial ou d'institutions globales très puissantes. Selon lui, ce pouvoir mondial pourrait émerger en réponse à des crises existentielles, nucléaires, climat, IA, et justifier la centralisation de l'autorité. Oh là là. L'Antéchrist comme J'ai ennemi du exactement progrès. le contraire. Putain, Léo, j'ai exactement le contraire. Grog qui me dit pour Thiel, l'Antéchrist n'est pas un monstre mythique à 7 têtes, mais un tyran maléfique ou un anti-messie. Partage-moi ton lien. Partage-moi ton lien. Envoie-moi le lien de la réponse. Tu peux l'extraire normalement. Comme ça, on va à l'écran. Ouais. On va les choper là. Non, c'est pas fini. Hein. Presse-papier. Vas-y. Il me donne. Je vais lui demander un résumé plus court. Tu peux. Je t'envoie la réponse de. On lui demande un résumé en 10 lignes, comme ça on a tous les trois le même format. Ouais, s'il te plaît, ouais. En 10 lignes. Non, 10 lignes c'est court, hein. Un peu plus, non? Ah, c'est bon, ouais. Ou un paragraphe. Moi, je lui demande voilà. 10, il m'en fait au moins 40 là. Un paragraphe, okay, comme ça il détermine la quantité. Bah, je trouve pas comment t'envoyer le lien, je t'envoie je te fais un copier-coller sur Telegram. C'est en fait soit tout en haut de la réponse, soit tout en bas, tu as un bouton partager. Tu sais, avec un truc comme ça, une flèche qui pointe vers le haut. Ouais, c'est bon. Partager la conversation. Alors, voilà, envoyez-les-moi, comme ça je vais les afficher les trois, les unes à côté des autres, là. Ouais, Gemini, il n'a pas partagé, il a que copié. Donc, Ok, bah copie alors et envoie. Vous arrivez? Ouais, c'est bon, tu l'as. Les aléas du direct. Hop. Et toi, Nico, aussi? Personnel. Blablabla. Ouais, c'est les 10 lignes. Tu vois, c'est pour ça. Hein, c'est Grok, c'est 10 lignes. En fait, c'est pas 10 lignes. Hein. Je crois que c'est 10 phrases qu'il me fait. Ils font plusieurs lignes chacun. Donc, du coup, ça. Bon, ça, c'est pas très long non plus. Tu l'as envoyé, Nico? Ouais. Ouais. Alors, je commence avec Nikolai, que je peux pas vous partager parce que voilà. Alors, vas-y, Nico, lis-le toi, mais je peux pas mettre le texte. C'est con. Ok. C'est con, dommage. Pardon. Oui. Pour Peter Thiel, fortement influencé par le philosophe René Girard, l'Antéchrist représente une parodie de la paix et de la justice chrétienne plutôt qu'une entité purement maléfique au sens classique. Cette figure incarne la tentation d'une gouvernance mondiale technocratique qui, en prétendant éradiquer la violence et protéger les victimes par des moyens exclusivement humains et techniques, finit par instaurer une tyrannie totale excluant toute transcendance. Thiel voit dans cette fausse paix un danger existentiel où l'humanité, cherchant à éviter le chaos apocalyptique par un contrôle absolu, sacrifie sa liberté et sa capacité d'innovation au profit d'une stagnation séculaire et d'une uniformisation forcée. Rien que ça, cette réponse en soi. Le mec qui ne crée pas l'Empire dont on vient de parler pendant la dernière demi-heure te dit ouais, en fait l'Antéchrist il va venir, c'est en gros une espèce de fausse paix technocratique qui va se résumer en un gouvernement mondial qui aura un contrôle sur. Ouais, voilà, c'est ma boîte en fait. C'est chez moi. Le mec qui te dit juste je suis l'Antéchrist en fait là. Alors vas-y. Okay, admettons. Oui, non mais loi de rétribution, Rudy. C'est ça, oui, c'est à ça que vous pensez en fait. Il te dit la pomme est empoisonnée. À toi, Rudy. Ah, je le lis. Ok, d'accord. Ouais. Bah, chacun lit le sien, sinon je ne vais plus avoir de voix à la fin. Ok, alors, Peter Thiel, cofondateur de Palantir et PayPal, développe depuis 2023-2026 une interprétation moderne Peter et politique Thiel, de qui est l'Antéchrist. très proche d'Elon Musk d'ailleurs, parce que PayPal, ils l'ont fait ensemble avec Elon Musk. Hein. Enfin, il a arnaqué Musk sur PayPal. Qui au moins était très prof de... Ouais. Officiellement. Bon, je sais pas, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont bossé ensemble il y a 20 ans qu'ils sont toujours très proches. Faut pas faire des associations comme ça. Ils ont fait ensemble PayPal. Tout à fait. Il le voit non comme un destructeur chaotique ou un mad scientist accélérant la tech, mais comme un tyran anti-messie qui promet paix et sécurité pour imposer un contrôle mondial totalitaire. Bon, bah là, ça ressemble quand même. Selon lui, l'Antéchrist exploite les peurs apocalyptiques. Nucléaire, climat, IA, Armageddon, pour justifier la régulation, stagnation technologique, menant à un gouvernement unique, répressif et à la décadence. Il cite souvent le slogan biblique « Quand ils diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine viendra sur eux ». On en parlait tout à l'heure, c'est marrant comment ça boucle. Thiel associe
cela aux ludites, je connais pas ce mot-là, anti-progrès, Greta Thunberg, qu'il appelle une légionnaire de l'antéchrist, Eliezer Yudowsky, Alarmistia, qui veut des pauses régulation, parfois Bill Gates ou Nick Bostrom pour leurs idées de gouvernance globale et de sécurité. Il invoque le catéchone, ce qui retient l'antéchrist, l'innovation libre, la compétition technologique et l'Amérique ou la tech US comme frein à la fin des temps. C'est marrant parce que tu vois, le catéchone, ce concept que je découvre là à l'instant, on pourrait se dire que peut-être Musk et Trump, c'est la voie qui semble emprunter. Peut-être, je sais pas. Mais il y a plusieurs catéchones. Poutine, par exemple, Sorel, il a dit que Poutine était le catéchone. Et les catéchones, en fait, il y en a existé à chaque époque. C'est ceux qui freinent la période de l'avènement de l'antéchrist. Donc ceux qui vont empêcher l'avènement de l'antéchrist, ceux qui l'empêchent, ce sont les catéchons. Il advient quand même, puisque c'est écrit. Mais ceux qui le retiennent, c'est les catéchons. Ouais. Ok. Alors, intéressant. Bon, voilà, on a l'idée globale. Ouais, on a l'idée globale, alors maintenant on lit la mienne. Enfin, la mienne, ChatGPT. Pour Peter Thiel, l'Antichrist n'est pas seulement une figure religieuse future, il l'interprète plutôt comme un système politique mondial qui promettrait la paix et la sécurité pour justifier un pouvoir global très centralisé. Influencé par le philosophe René Girard, Thiel pense que face aux grandes crises nucléaire, climat, technologie, là, certaines élites pourraient vouloir ralentir le progrès technologique et instaurer une gouvernance mondiale pour éviter le chaos. Et il voit cette solution comme une forme moderne possible de l'Antichrist. Ouais. Au final, c'est comment pour dire. lui, finalement, l'antéchrist, c'est les gens qui s'opposent en fait au développement du progrès de la technologie. Donc ça nous met carrément dans cette case en fait. Selon Peter Thiel, l'antéchrist, c'est les décodeurs, c'est ADNM. C'est pas comme ça que je le comprends parce qu'on est dans l'opposé de Greta Thunberg qu'il appelle légionnaire de l'antéchrist. Oui, mais on est quand même pas mal dans le fait que on revient à la terre, on revient à la nature, et puis on s'éloigne des smartphones, des IA et des trucs comme ça. Donc de ce point de vue-là, moi je vois quand même un parallèle assez peut-être pas complet, mais assez important quoi. Ok, c'est marrant parce que les sujets semblent bien se boucler entre eux. Ça parle de prophétie depuis le début et de machin. Non, mais je veux dire, quand on nous disait de nous, ouais, ces gens-là, ils parlent de spiritualité, de la Bible, c'est un peu des allumés, des hurluberlus. Ouais, putain de merde, ça va ou quoi? C'est clair il y a le patron de Palantir, Netanyahou, le ministre de la guerre, tout le monde qui te parle de l'apocalypse, etc. Et c'est nous des hurluberlus, quoi. Non, mais sérieux. Alors, le rôle de Palantir dans la guerre moderne. L'intervenant affirme que les conflits récents rendent visible le rôle de Palantir. Les logiciels de la société servent à fusionner des données de combat, créer des représentations numériques du champ de bataille et assister à la prise de décisions militaires. Même là, ils tirent même les ficelles de la guerre. Cela correspond à une évolution. Là, je te l'accorde volontiers. Le type qui a les clés de Palantir et qui a la petite console administrateur pour dire non, tu vas plutôt dans cette direction ou dans cette direction-là, il a un pouvoir d'un dieu sur terre, quoi. Il pense à la bataille de l'Armageddon, quand toutes les nations seront réunies au même endroit pour combattre. Si jamais il y a une entité qui a fait la planification qui a dit mais c'est sûr, vous allez gagner. C'est sûr. Oh non, mais moi je vois ça même un peu plus, un peu plus, tu vois, genre pour empêcher qu'un fou d'humain appuie sur le bouton rouge quand il veut pas, on va déléguer cette responsabilité aux intelligences artificielles de prendre la décision d'appuyer sur le bouton rouge ou pas. Donc là, on est dans un scénario qui est quand même très très armageddonesque, quoi. Je pense pas qu'on La conclusion implicite de l'article, la thèse globale est assez forte. Palantir serait le prototype du pouvoir politique de demain. Des États dépendants d'infrastructures privées, une guerre, et donc ça c'est la mission finale des barons voleurs. Éliminer la bête. La bête c'est l'État. Même dans la chanson Hotel California qui parle de choses beaucoup plus étranges que ce que les gens s'imaginent, they stab it with their steel and knives, but they just can't kill the beast. Et ils essayent de faire toutes ces choses-là, mais ils n'arrivent pas à tuer la bête. Donc, ouais, c'est...
Donc, Palantir serait le prototype du pouvoir politique de demain, donc des États dépendants d'infrastructures privées, non élus, donc j'imagine, ouais, voilà. Guerre pilotée par la donnée, donc au final, ce n'est pas le missile qui compte, c'est celui qui prend les décisions et celui qui a une autorité sur celui qui prend les décisions. Donc ouais, ils vont au-delà de... Tu te rappelles de ces histoires qui sont racontées quand il y a eu, pendant la guerre froide, des moments où il y a eu des vrais risques d'escalade nucléaire? C'est ça. Par c'était erreur, juste des informations. Et que c'est une décision humaine, et que c'était des décisions humaines qui allaient contre les ordres du comité central communiste, qui n'ont pas qui ont brisé le protocole pour ne pas déclencher la guerre. C'est ça. Là, vous m'obligez à... Enfin, on est obligé de mentionner ce truc-là. Il y a des rapports très crédibles. D'ailleurs, Jean-Pierre Petit, je me souviens, il en avait parlé, qui te disent qu'il y a des moments où il y avait des gens, ils appuyaient sur le bouton et qu'ils ont vu des orbes passer dans le ciel et ils appuyaient sur le bouton et ça marchait pas et que les silos nucléaires avaient été désactivés. C'est pas genre le mec qui est, tu vois, le type qui a mangé trop de peyote là, qui te dit ça. On a des militaires avec des profils très crédibles qui ont affirmé ce genre de choses à prendre en compte dans la situation, quoi. Alors, la conclusion implicite de l'article. La thèse globale est assez forte. On l'a dit déjà. On l'a dit. Non. Ah oui, le prototype, blablabla. Ok. Décision assistée par IA. Okay, guerre pilotée par la donnée. Décision assistée par l'IA et concentration du pouvoir technologique. Bah là, on est en train de regarder les géants, les GAFAM et tout ça. Bon, voilà quoi. Palantir, c'est un trône, en fait. Hein. L'entreprise ne vendrait donc pas seulement des logiciels, elle vendrait une nouvelle architecture du pouvoir. C'est le truc. Okay. Ouais. C'est oui, Nico. Conclusion globale sur Palantir. Dans un temps où la guerre de l'information bat son plein à tous les niveaux, imaginez le pouvoir de Palantir en termes de manipulation. Palantir contrôle les narratifs à des échelles même de petits groupes, voire des échelles individuelles grâce à l'IA. Palantir, en ayant les données, toutes les données qui existent en numérique sur vous, ils peuvent avoir accès. Et s'ils ont accès sur ça, ils vous connaissent mieux que vous-même. Et vous voulez savoir un truc qui m'est arrivé aujourd'hui, je discutais avec ma mère, elle m'a raconté que apparemment les dossiers d'identité et certaines informations privées albanaises vont être partagées avec l'Union européenne et tout ça. Et donc ça veut dire que les Albanais vont avoir une sorte d'identité internationale qui sera partagée partout. Tout ça sous couvert de terrorisme et de protection et de sécurité et tout ça. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, moi, j'ai une entité, je suis en France, okay, réfugié politique en France. En étant comme ça, la France, elle a un dossier sur moi. Jusqu'à présent, l'Albanie, elle a aussi un dossier sur moi. Mais jusqu'à présent, ces deux dossiers ne se mettaient jamais ensemble. Tu vois, elle a un dossier sur moi parce que je suis né en Albanie, c'est normal, tu vois. Et donc, du coup, maintenant, ils vont fusionner ces dossiers. Et quand tu réfléchis à ce que ça veut dire qu'il doit avoir une entité qui est au-dessus des entités nationales qui va devoir gérer ces identités internationales, pour le coup. Et donc, ça veut dire que nos papiers d'identité commencent à devenir internationaux d'une certaine façon, mais non pas, ils sont publiés en France, machin. Non, ce sera un document qui bientôt, pourquoi pas, ce sera publié par une entité internationale. Mais les gars, c'est ça le gouvernement mondial. Oui, et puis c'est le sujet de l'identité numérique qui est juste à nos portes là et qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, quoi. Mais c'est en train de se faire, tu sais, avec tout ça. C'est ce que j'explique, c'est en train de se faire. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est tous ces changements-là qui sont en train de se faire au niveau de l'identification, au niveau des données d'identification à l'échelle des États qui se mettent à partager entre eux et à échanger, ça crée la nécessité d'une entité internationale qui va gérer tout ça. Mais c'est là le gouvernement mondial. C'est un des aspects en tout cas. Bref. Alors, dans un temps où la guerre de l'information bat son plein à tous les niveaux, imaginez le pouvoir de Palantir en termes de manipulation. Palantir contrôle les narratifs, peut étudier les groupes ciblés afin de les manipuler ou
les détourner, peut être utilisé par les États pour contrôler leur population. Et contrôler leur population, c'est-à-dire ils prennent toutes les données, ils analysent ce que les Français veulent, ils mettent ça dans le programme politique, hop, le mec se fait élire basé sur ça, et puis après, il n'en a rien à foutre de ce qu'il a dit parce qu'il n'est pas obligé de tenir ses promesses. Mais c'est pire que ça. Il crée un avatar informationnel de chacun d'entre nous. C'est genre, c'est Facebook puissance 100 millions. C'est-à-dire que c'est tes habitudes. C'est-à-dire qu'il peut faire de la chirurgie, tu vois ce que je veux dire, chirurgie atomique, moléculaire sur toi, juste pour t'orienter légèrement dans telle ou telle direction. C'est ultra puissant comme outil. Et c'est une entité privée qui dit aux États que penser. C'est ça qui est important. C'est qu'il te donne un filtre de perception. Une analyse des datas, c'est un filtre de perception. Si tu n'as pas accès à vérifier par toi-même et arriver à ces conclusions de ta propre intelligence, ça veut dire que tu es dépendant de l'autorité de celui à qui tu as posé la question. Donc ça veut dire Palantir a autorité sur les États. C'est pour ça que je dis c'est une ficelle. Et donc, il faut comprendre l'importance de ça. Votez pour qui vous voulez, peu importe l'élu. Son programme politique sera mis en place à travers les conseils d'entreprise comme Palantir. On va s'arrêter là pour le moment parce que l'histoire de cette entreprise mérite clairement une forte attention, une compréhension profonde. Si ce travail est fait, notre perception du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui change complètement. Si vous avez compris ce que ça veut dire Palantir et leur véritable pouvoir de contrôler les narratifs des États, mais pas que, aussi des entreprises, ça veut dire qu'ils peuvent, avec ça, pousser les choses vers telle ou telle direction, basées non pas sur les données qu'ils reçoivent, mais sur l'autorité qu'ils ont, sur les gens qui croient, qui font de vraies analyses, en fait. Mais ça peut être aussi un outil super avec des IA pour créer des scénarios de l'avenir. Parce que quand tu as toutes les données à propos d'une histoire, tu peux, avec une IA, faire une analyse et te projeter dans l'avenir avec différents scénarios. S'il y a ça qui se passe, il va voir ça. S'il y a ça qui se passe, il va voir ça. Blablabla. Et ça, c'est quelque chose qui a été évoqué par certains en tant que projet Looking Glass ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui te permet d'une certaine façon de voir l'avenir. Mais ce n'est pas voir l'avenir, c'est recevoir des probables issues de telle ou telle décision, en fait. Et Palantir a ce pouvoir-là. C'est vraiment le machin qui est dans Les Seigneurs des Anneaux, quoi. C'est l'exemple, le mot, le nom, il est choisi parfaitement. Ça te donne une vision dans quelque chose que tu ne peux pas avoir autrement que par eux. J'ai fini. Écoute, moi, il y a un truc qu'il faut quand même qu'on mentionne, c'est que quand on avait reçu Rémi de Juste Milieu en débat, un des arguments principaux, lui, bon, il aimait pas trop Trump, et puis on en a discuté, on a un peu échangé nos... Et Rémi, d'ailleurs. Je me souviens qu'un de ses arguments, c'était ouais, mais comment vous expliquez qu'un type comme Trump, en fait, il a décidé d'aller travailler avec Palantir, à les mettre en avant et des choses comme ça. Donc, c'était une très bonne question, très pertinente, à laquelle je vais apporter une réponse, mais je vais y revenir parce que tu nous as donné un autre élément tout à l'heure qui, à mon avis, a son importance, Léo. Tu nous as dit Peter Thiel, fondateur de Palantir, il est mouillé jusque-là dans les dossiers Epstein. Donc, on se retrouve avec cette société, avec tous ses pouvoirs, qui, sous l'administration Trump, en fait, il y a Peter Thiel qui est impliqué dans la pire affaire criminelle, je sais pas, de l'histoire de l'humanité. Je suis même pas sûr que j'exagère en disant quelque chose comme ça. Et Trump qui prend Palantir et qui le met en avant en disant « Ouais, super, Palantir ». Je me demande... J'ai mis l'hypothèse que voilà, il y a eu depuis l'intérieur de Palantir, il y a des choses qui sont en train de changer, des choses qui sont en train d'évoluer. Qui contrôle qui, quoi? En fait, c'est ça la question. Voilà, qui contrôle qui contrôle qui? Et sans nier le pouvoir et le côté inquiétant de tout ce qu'on a raconté ici, voilà, j'ai mis l'hypothèse que peut-être il y a des choses qui sont importantes en train de se passer pour changer la direction du portrait peut-être un peu pessimiste qu'on a dressé ce soir sur cette question-là. C'est pas une question de portrait. Pourquoi il est pessimiste, ce portrait? Je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive et qui est là avec son téléphone. Il est objectif. C'est en quoi il est pessimiste, mon point de vue? Parce qu'il dit qu'il sous-entend que Trump n'est pas le sauveur.
Parce qu'il sous-entend que l'opération Q pourrait être une psyop à nous la mettre dans le Q. Absolument pas, c'est pas du tout que ça. C'est quelqu'un qui connaît pas le sujet Palantir. De quoi on parle de Palantir. Il y a une société, tous les États font appel à elle, ils savent tout, ils contrôlent tout, ils maîtrisent tout. Qui existe. Il y a un gars au milieu de tout ça. Bien sûr, tout ce que j'ai évoqué là, c'est factuel. Mais c'est quoi qui est pessimiste? Je te dis pas que c'est pas factuel. Je dis que quelqu'un qui prend connaissance de ça, peut-être qu'il a un petit peu une boule au ventre tout de suite. C'est par ça que je voulais dire pessimiste. C'est tout. Non, mais ça, c'est pas pessimiste. J'arrive avec cette ça, c'est pas pessimiste. Oui, c'est quel mot tu mets ici alors? Moi, ce que j'ai décrit là, ce n'est pas pessimiste. Ça s'appelle réaliste. Mais des fois, la réalité, elle est de nature elle-même à aller vers une direction où ça sent la merde. Et ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas pessimiste. Peut-être que mais arrête, je suis pas en train de dire que c'est ta faute. À quel moment j'ai dit que c'était ta faute? Si je te dis que cette personne, elle a sauté du 10e étage et elle est à ça de toucher le sol et quand elle le touchera, elle va mourir, je suis pessimiste? Mais je suis pas... Mais j'ai jamais dit que tu étais pessimiste. J'ai jamais dit la que ton situation est pessimiste. J'ai dit que est-ce qu'il y a le pessimisme qui est invoqué en quelque part? Non, ça s'appelle causalité. Causalité. Là, c'est inquiétante. La situation est inquiétante. Est-ce que ça te va mieux? Parce que pessimiste, ça a un côté, c'est un côté filtre de perception, etc. C'est pour ça. Ouais. Je suis d'accord, ouais, ok. En tout cas, quelqu'un qui prend connaissance de ces informations-là peut avoir des inquiétudes par rapport à ces informations qu'il découvre peut-être. Et moi, je pose cette hypothèse sur la table qu'avec tout le bordel Epsteinesque et avec les différents liens qu'on peut avoir, peut-être que des choses sont en train d'évoluer de ce point de vue-là. Mais tu vois, le truc, c'est que face aux pessimistes, il y a les naïfs. C'est-à-dire, tu peux voir cette chose-là de deux façons différentes. Soit ce soir, j'ai décrit une situation pessimiste qui a mis la boule au ventre de certains. Mais moi, je pense que si quelqu'un a eu la boule au ventre de ces choses-là, c'est parce qu'il a été naïf sur les fonctions du pouvoir. Ça, c'est bien possible, ça. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout une boule au ventre, parce que même si c'est inquiétant ce qui est raconté ici... Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit le positionnement est extrêmement important. Quand tu décris cette situation en tant que pessimiste, machin et truc, etc., c'est décrit d'une façon à ce que, en fait, on pourrait percevoir la situation différente parce qu'elle peut être mieux, etc., etc. Or, ça, c'est pas super pour moi. Je préfère voir la situation pour ce qu'elle est et essayer de faire en sorte à ce que j'avance vers un scénario réaliste, du coup, qui se base sur des choses réelles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parfois... mais moi, ce que je veux te dire, Léo, tout simplement, c'est que à partir du moment où on a un petit peu compris, ce que je pense avoir un petit peu compris ce qui se passe sur la planète, que voilà, les gouvernements le panotent bien et que c'est pas parce que c'est autorisé que c'est pas dangereux et mauvais pour la santé. Une fois que tu as compris ce genre de choses et que tu as une vision parcellaire, très très parcellaire du monde qui arrive ici, moi, je tombe pas de ma chaise et j'ai pas une boule au ventre. Je veux dire, j'apprends des choses et je me dis, ouais, mais finalement, c'est extrêmement cohérent avec tout ce que je savais déjà du monde qui est. Et du coup, ça te permet, quand tu es dans cette position-là, d'avancer sans peur vers la solution que tu penses être la meilleure pour toi, pour tes proches, pour l'avenir, pour la société. Et cette solution que moi, je pense être la meilleure, je pense qu'à 3 virgules près, c'est la même solution que toi et que Nico pense être la meilleure. C'est-à-dire, on ferme ces purées de téléphone, on arrête cette dépendance complètement dingue avec la technologie, avec les robots, avec les IA, avec les réalités virtuelles et des choses comme ça. Et on va vers quelque chose de plus simple. Si tu vas directement à la fin. Je veux dire... non, mais c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, personnellement, je me suis paumé dans la forêt, là. Pendant que je comprenais le chien, on a voulu prendre un raccourci, ça nous a pris 1h30 de plus. Bref, je me suis rendu compte que c'était le printemps. Il y avait les oiseaux qui chantaient, il y avait l'herbe, elle était plus jaune, elle était verte, il y avait des petites fleurs qui commençaient à pousser dans les champs et tout ça. Mais putain, je suis privilégié de pouvoir voir ça. Et si toi, t'es dans ta maison en train de regarder, pas toi, vous, si toi, derrière son écran, il est dans sa maison en train de regarder cette émission et en train d'avoir les fesses qui font bravo, là, parce qu'il se dit, oh là là, mais en fait, le monde, il est dégueulasse, on va tous crever. Epstein, l'Iran, les nucléaires, Greta Thunberg et tout ça. Ouais, c'est un passage un petit peu nécessaire, mais de l'autre côté du tunnel, il y a de l'espoir. De l'autre côté du tunnel, il y a de une forme de liberté, une forme de reprise de contrôle de ta vie. Une fois que tu as compris que tu n'avais pas le contrôle sur ce qui se passait et que tu t'en remets à là-haut, tu te rends compte qu'en fait, le contrôle de ta vie, tu l'as et qu'il y a plein de choses belles sur cette planète. Et je pense que moi, pour ma conclusion, c'était là-dessus que je voulais insister. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Nico, vas-y. Quoi Comment tu veux qu'après tout ça, maintenant... Non, c'est bon, vous m'avez dit, il ne faut pas revenir en arrière. Je reviens en arrière, moi. Parce que j'allais aller un peu dans le sens de Rudy. Mais pourquoi tu te fâches, Nico ? Pourquoi tu te fâches ? Non, mais je me suis fâché parce qu'on est allé... ça y est, on est dans le monde de demain. Il faut que je revienne mettre les mains dans le Palantir. Attends. Bon.
voyons le tableau dans son ensemble. Palantir, il existait bien avant que Trump il soit même en politique. D'accord ? On est remonté jusqu'à 2001 et le Patriot Act. Effectivement, Palantir n'est pas mentionné dans les messages de queue. Pourquoi il ne serait pas mentionné dans les messages de queue ? Parce que, comme nous l'avons dit nous-mêmes dans cette émission, si certaines informations sont accessibles à nous, elles sont également accessibles à l'adversaire. Pourquoi tu as dit toi-même que Peter Thiel, il est mentionné énormément dans les dossiers Epstein. Et donc, Epstein. Et donc, pour qu'il tombe, il suffit de mettre sur lui, comment dire, le spot, la lumière sur lui, tu vois, faire le focus sur cet homme-là. Donc, maintenant, la grande question est qui contrôle qui ? Alors, effectivement, par essence, Palantir est une chose qui est quand même de l'ordre extrêmement totalitaire. Mais c'est une chose qui était déjà imposée et qui fonctionnait avec les États, etc. Utilisée par Obama, par exactement. Donc maintenant, est-ce que c'est peut-être une autre branche politique avec une idéologie différente qui a pris le contrôle de cet outil-là ? Je l'espère. Et vu les échanges qui se font, voilà, moi j'essaie de voir cette vision positive, comme quoi justement, et Poutine et Trump et peut-être même Xi Jinping sont des catécons. Mais Nico, peu importe qui prend ça, des cons certainement, mais des catécons, j'en sais rien. Écoute, peu importe comment tu prends la chose, tu dis, cette entreprise, c'est ça en fait l'information importante de la soirée, une des informations importantes, c'est que Obama s'en est servi. Trump s'en est certainement servi. Tu vois ? Oui, bien sûr. Biden, ou ceux qui tiraient les ficelles de Biden, parce que il s'en servait. Non, il s'en servait. Oui, mais Biden lui-même. C'est ça le truc, c'est que Rudy, si tu prends en compte encore une fois les mots, la vérité dans les mots, et que ceux qui ont les oreilles ouvertes entendent, ok ? Ce qui a déclenché toute cette opération-là, c'est les attentats du 11 septembre qui ont permis la création de Patriot Act, qui ont créé la nécessité pour une entité comme Palantir. Ok ? Et cette entité est privée, et ceux qui sont venus, ils sont passés poser des questions, et Palantir donnait les décisions. Ok ? Et peu importe qui c'est, l'entité Palantir, elle est privée, non élue, apolitique. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça ne devrait pas exister. Parce que cette entité comme ça, elle peut contrôler. Moi, ça ne devrait pas exister. Je suis 100% d'accord avec le diagnostic, mais bon, elle est là, elle existe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi ? C'est ça. Rudy, les algorithmes de Facebook ont un impact psychologique. Ils sont capables de contrôler la psyché des consommateurs des réseaux sociaux. L'outil qui leur permet de savoir comment manipuler ces psychés vient des analyses de Palantir. Donc ça veut dire juste comprends le pouvoir de manipulation là-dedans à l'échelle d'un individu. Et quand tu penses la capacité qui est le plus compliquée de manipuler, tu vois, il y a l'autre qui a dit tu peux pas mentir 1000 fois à une personne. Mais tu peux mentir, tu peux mentir 1000 fois à une personne, mais pas 1000 fois à 1000 personnes. Personne n'y arrive jamais. Voilà. Non, tu peux mentir une fois à 1000 personnes ou 1000 fois à une personne, mais tu peux pas mentir 1000 fois à 1000 personnes. Figure-toi avec Palantir, ils ont trouvé les moyens de mentir des milliers de fois à des milliards de gens. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, ça veut dire qu'avec tout ça, même nous devons prendre un peu de recul parce que l'opération Q, qu'on sait que c'est une opération psychologique, elle peut très bien être basée sur les trucs Palantir qui ont étudié le comportement complotiste et ils ont dit ok les gars, il faudrait qu'on ait quelque chose qui contrôle ces aspects du narratif complotiste pour qu'on puisse développer une histoire qui va nous emmener machin. Ils jouent aux échecs. Ils ont mais ça des dépend pions. à quelle fin, et c'est ça qui est important, parce que tu peux finir cette phrase en disant pour finalement créer une psyop qui va neutraliser les complotistes, ou tu peux terminer cette phrase d'une autre manière qui disent pour créer une psyop qui va finalement faire que ces complotistes vont prendre de l'espoir, ils vont commencer à détruire les médias, ils vont commencer à faire venir une vague qui va changer la face du monde actuel. Dans l'intérêt de servir l'intérêt des chats dans un monde où les électeurs sont des souris. Voilà.
Oui, mais ne c'est toi qui dis pense que c'est des pas chats. C'est moi Qu'est-ce non, que c'est t'en pas sais moi que c'est qui pas le dis, c'est le contexte. Non, mais qu'est-ce que Non, t'en sais que c'est pas Splinter des Tortues je le Ninja, sais là, une espèce simplement. de putain de rat qui fait de l'aïkido et qui est Parce super que j'ai balèze. un cerveau, des yeux et des oreilles. Quand je regarde Ah ouais, les non, humains, mais ça, je veux dire, j'ai Rudy, aussi un cerveau, mais des yeux laisse-moi et des oreilles, on argumenter. peut avoir des... Laisse-moi m'argumenter Ouais. au lieu d'avoir peur dans tes retranchements. Laisse-moi argumenter. Mhm. Allez, Ce qui me permet de voir ça, c'est simplement la compréhension de l'être humain, comment il fonctionne, et qu'un être humain qui naît en ayant déjà tout ne peut jamais, et qui grandit dans le pays du rêve américain ou la réussite individuelle, machin, toute la philosophie là-bas, elle est corrompue et elle produit des narcissiques dangereux sociopathes. Ok? Toute la mentalité hollywoodienne qui circule par les industries et tout ça, elle est malade profondément. Et je sais que des personnes qui ont grandi là-dedans, il n'y a aucune chance qu'elles puissent voir le monde de la même façon que moi. On a dit il y a 1 heure qu'il fallait pas mettre des étiquettes sur les gens. Là, tu dis tous les gens qui sont comme ça, alors ils vont sortir comme ça. Non, il y aura des exceptions. Non, tu vois, c'est là. C'est pas une question d'étiquette là. C'est une question de perception humaine, d'intelligence humaine. Tu ne peux pas inclure dans ton intelligence quelque chose que tu n'as pas. Et quand tu n'as pas manqué de nourriture, et ça, je peux te le garantir parce que je vois l'arrogance de l'Occident, je la connais très bien, parce que je suis né en camp de concentration, j'ai grandi en ayant le ventre complètement vide, ok, dans une dictature qui pouvait te tuer parce que tu écoutais une musique italienne et pas albanaise. Et quand je viens ici et je vois la naïveté à l'Occident, je peux te dire que l'Occident, mais tout l'Occident n'est pas naïf. Il n'y a pas 100% les gens des gens qui vivent en Occident. Donc ça veut dire que moi je suis naïf et que Nico il est naïf. Pourquoi tu passes avec nous, Léo? Oui. Bah, je suis pas, moi je suis pas mort de faim. Je suis pas né dans une dictature et pourtant tu décides de travailler avec moi. Ça veut dire que tu penses mais quand c'est même pas que une même question, si je suis pas passé par les mêmes choses. C'est pas une question de ça, c'est parce que je ne fonctionne pas avec les étiquettes que je fais ça. Mais par contre, je vais te dire quelque chose. C'est que tant qu'on n'a pas vécu les choses, on peut parler tant qu'on veut. Une fois qu'on a vécu les choses, on peut comprendre que le monde est beaucoup plus complexe. Et le problème, c'est que quand tu as des entités qui ne vivent jamais rien de leur vie, ils ne foutent rien, ils grandissent ils vont à l'université, à l'ENA, etc. Et puis on leur apprend le narcissisme et que ce sont ceux-là qui vont au pouvoir. Tu m'excuseras, mais il n'y a aucune chance à ce que cet être-là soit une souris comme moi. C'est un chat. Un putain de chat qui lui a appris, il faut nourrir des souris. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi tu es d'accord pour Macron et tu n'es pas d'accord pour Trump qui a mangé avec la cuillère en or toute sa vie? Mais Quoi dans et dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a dit ces 8 dernières années, parce que sur Internet, ils ont dit qu'il ne fait pas partie du groupe machin. Mais ce n'est pas une question de groupe. Ce n'est pas une question de groupe, c'est une question de mentalité. Il y a Nico qui va intervenir, mais juste, la semaine dernière, tu disais que tu constates qu'il fait beaucoup de choses bien, et là, cette semaine, tu me tiens ce discours-là. Je m'excuse, mais ça moi, veut pas dire. Tu vois, c'est ça le truc, c'est dans ta tête, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais attendez, oui, c'est pour ça, métaphore du guerrier, machin, etc. Avec Bouddha, revenons à ça, métaphore guerrier Bouddha. Le fait c'est que il faut comprendre que les gens accédant au pouvoir, leur vision change profondément, même si à la base, ils n'étaient pas forcément inhumains. Désormais, ils traitent les gens non plus seulement comme des sujets, c'est-à-dire que sujet, c'est celui avec qui tu discutes, mais comme des objets. Et quand je dis objet, c'est celui dont tu discutes, de qui tu parles, de comment tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire de lui. C'est une très très grande, c'est une immense différence. C'est-à-dire que nous, aux yeux de n'importe quel dirigeant, nous sommes objets. Voilà. Eux, entre eux, ils sont sujets en conversation. Et c'est ça le statut qui est différent. Nous sommes aussi objets. Mais je pense que résumer la pensée que parce que tu as une responsabilité politique, du coup, tu vas commencer à objectifier les gens et ne plus voir. Tu vas nécessairement les objectifier en partie. Mais tu vas aussi peut-être, certains, se souvenir que, ouais, mais c'est aussi des gens. Ouais, mais c'est aussi des humains. Et j'ai l'impression, et c'est pas parce que c'est Q qui me l'a dit, j'ai l'impression que Trump, dans pas mal de ses actions, de ses activités, de ses déclarations qu'il a fait, certainement il y a plein de fois il peut passer pour un con, mais des fois il y a une vraie humanité qui transpire de lui. Dans les actes qu'il fait. Mais Rudy, vraiment, et ces actes-là qui sont pas publicisés même pas par lui. Je t'invite vraiment à prendre du recul sur ton approche sur Trump, parce qu'à chaque fois, vraiment dans cette émission que j'évoque quelque chose qui sous-entendrait que Trump il n'est pas en train de faire ce qu'il fait, tu as les genoux qui tremblent
et tu te mets à le défendre. Je ne suis pas du tout Trump, mais je le défends parce que je pense qu'il est défendable. Je pense que je regarde ce qu'il fait. Mais le truc, c'est pendant la défense de tu n'écoutes pas, en fait, le reste des arguments. Tu n'écoutes pas, c'est-à-dire, est-ce que c'est envisageable pour toi la possibilité à ce que toute cette histoire avec Trump et Q, ça soit quelque chose organisé entre les militaires et Palantir pour contrôler les personnes qui ne gèrent pas de la même façon les interactions avec l'autorité? Si c'est ça l'objectif est complètement foiré, mais genre pourri, quoi. Vraiment, ça n'a pas marché du tout. Bon? Parce que ces gens-là, ils étaient complètement, moi le premier, complètement déprimés, complètement dépressifs, en train de se dire, bah tiens, si le monde il continue comme ça, ce que je vais me faire, c'est que je vais me jeter sous un train, ça va être la meilleure chose à faire, et que ça les a galvanisés, ça les a boostés, ça les a organisés. Maintenant, ça prend des directions qui... oui, sont critiquables par certains aspects et je sais pas tellement où ça va aller. Mais en tout cas, sur ces 8 dernières années, si le but c'était de les neutraliser, ça n'a pas du tout marché. Donc ça me paraît beaucoup plus plausible qu'en fait, cette opération psychologique, c'était non pas pour les neutraliser. Parce qu'il y a certaines personnes qui gardent les yeux ouverts et qui ne refusent pas de discuter avec l'opposition et qui ne traitent pas tout le monde d'opposition contrôlée ou de black pill. Mais dans le mouvement, il y a une grosse partie qui, dès que tu remets en question quelque chose qui déstabilise leurs croyances, ils deviennent extrêmement violents. Et ça trahit une pensée qui ne vient pas d'eux. Ça veut dire qu'ils ont intégré une structure qui est externe, dont ils ignorent les contours complexes, dans leur complexité, et ce qui fait que ce n'est pas eux qui pensent, c'est un mouthpiece, comme tu dis. C'est juste une bouche d'une idéologie. Et ceux-là, ceux-là, ils deviennent très, t'es avec nous, t'es contre nous. Et dans le camp des pro-Trump, QAnon, machin truc, ça fonctionne comme ça. Dans le camp des autres en face, ça fonctionne aussi comme ça. Donc, si tu veux, d'une certaine façon, le problème, parce qu'au final, c'est quoi l'ennemi? L'ennemi, c'est la mentalité, t'es avec nous, contre nous. C'est ça. Et quand tu comprends ça, t'as tout compris. Parce que du coup, peu importe le camp dans lequel tu es, tu vas trouver un moyen de trouver la paix. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais te dire comment je vois les choses. Je pense que si jamais tu écartes Dieu de cette équation, tu vas aller dans ces pièges-là, mais les 2 pieds dedans. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est à un moment donné que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui me transcendait et que c'était lui qui avait la responsabilité. Moi, j'étais juste un objet dans ses mains. Et je pense effectivement que si tu n'as pas si tu n'as pas cette spiritualité qui est là pour te soutenir et qui est là pour t'épauler et qui est là pour te rassurer en te disant au final, au bout du jour, on va tous mourir. Peut-être c'est demain, peut-être c'est dans 50 ans, mais au final, on a tous une durée de vie limitée dans cette existence-là sur Terre. Rudy, et que c'est pas très... Moi, je pense que ce qui se passe à l'intérieur de la tête des pro-Trump, pour pas dire toi, c'est que au fond, c'est ce que tu dis. Je laisse mon autorité à Dieu et puis machin et truc. Par contre, il faut que Dieu passe par Trump. Parce que du coup, si jamais tu apprends plus tard que... parce que du coup, si jamais je remets en question Trump, tu n'aurais pas forcément ces réactions parce que c'est une chose de le défendre. Si tu le mets en question, Léo, avec des éléments factuels, là, tu le mets en question avec des hypothèses. Tu vois, il n'y a rien de factuel dans le fait... Il n'y a rien de factuel dans le fait que Palantir n'existe pas. Il n'y a rien dans le fait que Palantir a été construit sur un truc. Attends, sur un truc qui s'appelle Patriot Act. Attends, Patriot Act, ce n'est pas un truc de dire que Q, Patriot, tout ça, et que Trump, Patriot, tout ça, et que le camp des Patriotes. Il n'y a rien dans tout ça pour toi? Léo, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un mot qui existait déjà et qui a été repris dans une psyop qui était là 15 ans après. Toi, tu mets un lien qui me semble pas solide, c'est un mot. C'est un mot. Ils ont appelé ça Patriot Act. Ok, alors, pour Q, tu es capable d'arriver à des conclusions en prenant la couleur de chaussettes qu'a mis Donald Trump de la soirée de machin. Il a publié ça à 11h46. Du coup, c'est le post 132 parce que divisé par 49, machin. Ça, tu le fais quand il s'agit de Q. Et quand je parle à toi, je parle à tous les QAnon et machin et trucs. Ça, tu le fais, aucun problème. Par contre, moi, je fais la même chose, mais avec beaucoup plus d'éléments et beaucoup moins s'envoler avec des poireaux dans moi, ça passe pas. Moi, je peux pas faire ça parce que du coup, pour moi, c'est posé sur rien. Par contre, les deltas et tout ça, c'est posé sur du vrai, ça. Mais Léo, encore une fois, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu réalises tes filtres? Est-ce que tu es conscient? Mais toi, est-ce que tu réalises que tu me laisses pas argumenter comme tu fais exactement ce que tu me reproches? C'est à un moment donné, j'ai pris de l'élan, tu vois, une fois que j'ai commencé. Donc, mais est-ce que tu réalises que, comme moi, tu as des filtres de perception?
Ok, comme moi, je suis pas en train de te pointer du doigt et de dire. Alors, je te dis encore une fois, je profite de cette opportunité et en le disant à toi, en vrai, je le dis pas à toi, je le dis à tous ceux Léo, ça va, qui manifestent ça. Je suis pas fâché. Quand tu dis, je laisse mon autorité à Dieu. Et que sa volonté soit faite, comme le Christ disait, hein, Père, j'ai pas envie de boire cette coupe, mais si c'est ta volonté, allons-y, tu vois. Si tu vas dans ce sens-là, ça ne devrait vraiment pas te déstabiliser le questionnement de l'existence de Trump, enfin de son rôle dans tout ça. Parce qu'en réalité, la Bible est très claire sur le rôle de Trump. Il est la bête. Enfin, et ce qu'il va construire sera la bête qui va juger la prostituée. Okay? De la même façon que les Assyriens sont venus péter la gueule aux Hébreux. Tu vois? Et donc, est-ce que ça veut dire que Dieu était en paix avec les Assyriens et qu'il a fait leur alliance avec... Non. C'était un outil que Dieu a utilisé pour juger ceux qui lui cassaient les pieds, en fait. Et là, Trump, c'est l'outil. Léo. Ça ne veut pas dire que Dieu, il va dire « Ouais, Trump, super ». Dieu n'est pas pro-Trump. Léo, moi, ce que je vais à te répondre à ça, c'est exactement la même chose que je réponds à tous les gens qui viennent avec ce truc « Ouais, Trump, psyop, machin, en fait, ils veulent neutraliser, comploter ». Cette question, on me l'a déjà posée 10 fois et je fais toujours 10 fois la même réponse. Ce que je veux dire, c'est que tu arrives avec ces éléments-là. Ok. Pour moi, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte dans cette équation. Ces autres éléments, c'est que par le biais de toute cette opération, ils avaient une arme de destruction massive. Les enculés d'en face, comme ils les appellent Bernie, ils avaient une arme de destruction massive. C'était le contrôle et l'hypnose totale qu'ils avaient sur l'ensemble de la population, grâce notamment avec les médias mainstream. Et que avec cette opération de Q, cette arme de destruction massive, elle a été pulvérisée, réduite en bouillie, réduite en pièces. Cet argument me paraît être largement supérieur à celui que tu me disais tout à l'heure, que Patriote et Patriot Act. Et donc moi, pour moi, je me dis, voilà, cet argument pour l'instant a prééminence sur moi. Tu veux un autre argument, c'est premièrement, quand tu comprends pas l'entier, tu comprends le genre de géant qu'on a en face et l'humilité avec laquelle on doit faire face à ces situations-là. Ok? L'autre argument, c'est, si moi demain, je sais qu'il y aura une éclipse solaire qui en vit il y a 4000 ans dans le passé. Est-ce que tu penses qu'avec ça, je ne peux pas devenir le roi du monde? Quand je suis capable d'identifier les éclipses solaires, là où tout le monde ne sait pas ce que c'est. Comment je vais faire ça? Je vais aller voir des rois et leur dire, tu me donnes ton royaume ou sinon demain je cache le soleil. Et tu as 24 heures, du coup dans 24 heures c'est l'heure de l'éclipse, alors du coup j'imagine il ne va pas le donner, l'éclipse arrive, il va se chier dessus, il va me donner le royaume, parce que je cache le soleil. En réalité, non, je ne cache pas le soleil, je savais qu'il va venir. Alors l'Apocalypse, les révélations, on sait qu'elles vont arriver depuis longtemps et c'est un phénomène naturel. Le soleil, avec son intensité, est en train de recharger la conscience humaine, ok? Et donc, avec ou sans Trump, le grand réveil aurait eu lieu. Je te le dis clairement pour que tu comprennes. C'est juste, ce n'est pas Trump qui a libéré le grand réveil, c'est qu'il a fait comme, il pourrait très bien faire comme le prophète qui savait que le soleil va entrer en éclipse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ces gens-là, c'est un scénario. Je ne dis pas que c'est comme ça, mais je dis qu'avec l'humilité, voilà. Donc, en sachant qu'il y a l'apocalypse qui arrive, que la conscience humaine se réveille, il fallait contrôler le narratif de tous ceux qui entrent dans ce processus de réveil. Parce que moi, tu m'excuseras, je n'ai pas attendu Trump ou Q pour me réveiller, entre guillemets. Me réveiller, ça veut juste dire prendre conscience de mon ignorance sur les véritables fonctions du monde. Ça ne veut pas dire que j'ai compris après. Ça veut dire que j'ai compris qu'on se fout de ma gueule, tu vois. Et j'ai pas attendu Trump ou Q, machin, mais il fallait quelque chose. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que ces entités connaissent les apocalypses, les prophéties et tous les phénomènes naturels qui vont arriver. Et d'une certaine façon, grâce à Palantir et à toutes les structures qu'ils ont mis en place, ils auraient pu très bien fabriquer un narratif simplement pour canaliser ceux qui entrent dans ce processus de réveil. Et de les manipuler pour qu'ils finissent par croire autre chose ou les détourner vers... au lieu de se retourner vers la nature, ils vont se retourner vers l'État.
Tu vois, ou la technologie, ouais, Elon Musk, il est cool, machin, et IA, et tout ça. Encore une fois, moi, là, je veux dire, tous ces questionnements que tu poses, je veux dire, ouais, je suis pas 100% d'accord avec ce qu'il fait Elon Musk. Moi, les coups des robots qu'on a à la maison, j'aime pas ça. Voilà. Le coup de l'IA, ça me fait chier. Maintenant, c'est là. Maintenant, moi, l'analyse, l'idée, l'assertion avec laquelle je me suis foutu en paix, au milieu de tout ça, depuis un certain temps, c'est de dire, OK, ils vont dans une direction qui n'est pas nécessairement celle dans laquelle moi j'ai envie d'aller, mais pendant qu'ils vont dans cette direction, ils offrent cette fenêtre de respiration qui permettront aux gens qui ont envie de revenir à quelque chose de plus simple de le faire. Ça, un peu plus de liberté. Ça, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Bien sûr, c'est peut-être que ce que toi tu dis depuis le début, moi c'est quelque chose que ça veut dire que moins depuis le début. Même dans ça, les intentions de Trump ne sont pas forcément saines dans ce que tu décris et dans ce qu'on décrit. Après, comment te dire, les intentions de Trump ne sont pas forcément saines. Définition de saine. Si jamais, je pense qu'il croit que c'est positif pour l'humanité ce qu'il est en train de faire. Voilà. Là où des gens comme les Macron de ce monde, les Ursula von der Leyen et tout ça, ils savent pertinemment qu'ils veulent nous rouler dessus avec un rouleau compresseur, qu'ils veulent nous masquer, nous pucer, nous vacciner, nous machin, tout ça. Et ils disent, mais c'est pour votre sécurité, pour la paix et pour la prospérité. Moi, je pense que Trump, il en a rien à foutre. À la gueule. Il en a, je pense honnêtement, basé sur les déclarations de Trump, qu'il en a absolument rien à foutre de la Terre. Il n'a rien à foutre du vivant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'en a rien à foutre de l'essentiel. Et pour moi, ça, à partir de là, tu vois, comme on explique la situation est complexe... Je comprends. Mais je pense qu'il en a quelque chose à foutre de l'humain. Bah, je veux dire, du coup, tu lui donnes pas ta confiance et tu dis la direction dans laquelle tu vas, ça m'intéresse pas. Toute ça, la posture des entités destructrices. Ils en ont rien à foutre pour le vivant, ils ont tout à faire avec l'humain. Et à donner trop d'importance à l'humain comme s'il est là pour exploiter la Terre alors qu'il en fait partie. Et donc, si tu veux, c'est derrière tout ça. C'est un positionnement philosophique avec lequel t'es pas d'accord avec lui. Et moi non plus, je suis pas d'accord avec lui. Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais il donne à l'humain la liberté de prendre son choix... Mes croyances n'ont pas de conséquences sur le monde, les siennes, si. Mes croyances ont des conséquences sur ma vie. Certes. Oui, sur le monde quand même du coup. Et puis sur ce qu'on fait aussi avec les gens qui nous regardent aussi. Ce que je veux dire, c'est que oui, les croyances ont des conséquences. On a le même impact que Trump. Mais pas le même du tout. Mais pas du tout la même échelle. Mais je veux dire je ne suis rien, je ne sers à rien. De toute façon, que je fasse pas, ça ne sert à rien. C'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout d'accord. Et je pense pas que ce qu'on fait ne sert à rien. À l'échelle globale, si tu pars du principe que ce que tu fais va changer le monde, là, tu as raté. À l'échelle globale. Mais je pars du principe que ce que je fais va changer le monde avec les millions de personnes qui le font avec moi aussi. Et que moi, je suis une goutte d'eau dans cet océan qui va contribuer à changer le monde. Oui. Je pense savoir où elle est ma place. Je pense savoir qu'entre ces géants-là et moi, mais il faut que tu comprennes que cette mentalité, il y a quelque chose qui est... On discute là, on est en mode conversation. Bien sûr. Cette mentalité a quelque chose qui fait que tu as des attentes des autres. Ça veut dire que tu fais ce que tu fais et tu attends à ce que d'autres le fassent avec toi, parce que sinon ça veut dire que le monde ne change pas, et donc ça veut dire si avec le temps tu ne vois pas d'autres personnes changer, ça veut dire que ça va te décourager, tu vas revenir à des anciennes habitudes et à un ancien prisme d'analyse. Que les gens changent. Je pense que tu mets les choses pas dans le bon sens. C'est parce que j'ai vu que ce mouvement était en train de prendre que j'ai suivi, parce que je me suis dit là il y a de l'espoir. Quel mouvement? Et moi j'ai besoin de ce mouvement de gens qui se disent, comment te dire, j'ai pas l'impression que c'est un mouvement de gens. J'ai l'impression qu'à un moment donné, tu vois, j'aime bien cette phrase, c'est l'histoire est écrite, mais le casting n'est pas écrit. C'est à un moment donné, l'histoire est écrite que après tous les troubles et toute la merde à laquelle on va passer, ça va se finir bien parce que c'est le créateur qui est en contrôle. Mais il a pas décidé, toi tu seras qui, toi tu seras qui, toi tu seras qui, toi tu seras un salopard qui viole des gamins et toi tu vas être quelqu'un qui va se... Mais par contre, à un moment donné, il y a plein de gens qui reçoivent un appel. Et toi, quand tu reçois cet appel, la seule possibilité que tu as, c'est d'y répondre ou de ne pas y répondre. Et moi, j'ai décidé d'y répondre parce que j'ai cette foi-là qu'il y a plein d'autres gens qui vont y répondre. Parce que c'est le patron en haut qui décide de tout ça et que ça va bien se passer au final. Mais c'est le patron en haut et le patron d'en haut n'est pas Trump, encore une fois. Mais on est d'accord, c'est important de la rappeler. Oui, mais Rudy, je dis 100%. Ça, c'est parce qu'encore une fois, tes réactions, ce n'est pas qu'une question. Tu sais, on a déjà dit qu'entre nous que il faut qu'on ait des débats, il faut qu'on discute, il faut qu'on pousse nos pensées pour qu'on puisse les tester réellement, tu vois. Mais il n'y a pas que ça
dans tes positionnements quand on parle de Trump. Il y a vraiment je vois le mécanisme de la dissonance cognitive se manifester. Et ce que je te dis, c'est qu'on est très fort à se manipuler nous-mêmes et à se dire je crois en Dieu, je mets mon autorité sur lui, etc. Et on se permet de dire ça parce qu'au fond de nous, on a une autre réponse qui nous permet d'être sauvés dans tout le merdier là et de trouver une issue. Et du coup, celle-ci, elle passe par Trump. J'ai une question pour toi. Demain, Trump se fait assassiner. Tu fais quoi? Ça fait chier, mais qu'est-ce que je fais? Je continue à faire ce que je fais, quoi. C'est-à-dire, je continue à m'occuper de ma femme, de mon fils. Tu seras optimiste ou pas? De la nature. Tu seras optimiste ça ou pas va faire pour un coup l'avenir? dur, certainement, mais je vais pas continuer à... Tu penseras que la mission va continuer? Tu penses que la mission va continuer, que l'opération... C'est difficile de savoir comment tu vas réagir au moment où tu vas réagir sur un truc hypothétique. C'est difficile. Mais là, à tel point, je te le dis avec sincérité, je pense que oui, je vais pas avoir la même réaction qu'en 2021, par exemple, quand c'est Biden qui a gagné. Je serai beaucoup plus solide par rapport à ça. Maintenant, moi, j'ai aussi un truc à te répondre. C'est-à-dire que, comment te dire, ce que tu interprètes comme de la dissonance cognitive, c'en est peut-être inconsciente. Maintenant, moi, je suis pas juste en train de parler avec Léo et avec Nico. Je suis pas en train de parler avec toi et avec Nico. Je suis en train de parler aussi avec les gens qui m'écoutent. Tu vois? Et je sais que dans ces gens-là, parce que j'en ai rencontré un certain nombre, il y a des gens qui sont fragiles. Et des fois, j'ai l'impression que lorsqu'il y a des petites hypothèses que je trouve pas nécessairement majeures dans l'ensemble de toutes les hypothèses qu'on a évoquées pendant toutes ces années, que ces petites hypothèses vont être de nature, eux qui sont peut-être un petit peu moins solides parce qu'ils ont que de la solidité dont on parlait là, sans parler que je suis un musclore, hein, c'est pas du tout le cas, mais ils doutent, ils se posent des questions, et comment on va faire, comme moi j'ai pu me douter, poser toutes ces questions là il y a 5 ou 10 ans, tu vois. Et ben ces gens là, quand tu viens avec ces hypothèses là, je pense que pour certains d'entre eux c'est de nature à leur péter les genoux. Et du coup, j'essaie de donner le balancier. Je dis pas que tu dois pas dire ce que tu dis. Okay. Je dis que moi, mon rôle, c'est de donner un balancier pour que ces gens-là, à un moment donné, les genoux qui soient juste écorchés. C'est une très bonne question, Rudy, mais dans ce cas, il faut qu'on change de métier, en fait. Il faut qu'on arrête de faire ce qu'on fait, là. On ne peut pas parler des sujets d'actualité sans qu'on soit terrifiant, parce que ce sont les sujets d'actualité qui le sont. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais toi-même, des fois, c'est pas l'actualité qui est terrifiante, c'est sur les hypothèses qu'on fait. Mais même, ça veut dire concrètement, ouais, mais ça te donne un biais, ce que tu décris là, parce que concrètement, il faut qu'à la fin, tout ce qu'on dit sorte en positif. Pour éviter de perturber. Pas du tout. Mais c'est pas du tout ça que je dis. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Je te dis qu'on est 3 pour une bonne raison. Et que quand toi t'arrives et que tu as la volonté. Alors laisse-moi parler. Quand tu arrives avec des hypothèses qui, moi, me semblent juste être des hypothèses. Ok, t'as le droit de les formuler, t'as raison de les formuler. Je ne dis pas du tout que t'es pas supposé les formuler. Je dis que moi, je ressens la responsabilité de rappeler l'hypothèse qui est peut-être de l'autre côté du balancier pour rééquilibrer la balance. Et je pense que ça, tu ne fais pas ça pour rééquilibrer la balance. Tu fais ça pour faire plaisir à ceux que tu considères qui ne sont pas suffisamment forts pour confronter la réalité pour ce qu'elle est. Pour moi, c'est la même chose, en fait. C'est pas pour leur faire plaisir, c'est pour leur apporter, leur rappeler que tous les éléments. Oui, pour moi, c'est la même chose. Je leur apporte ces éléments pour que certains d'entre eux soient dire ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Tiens, ok, d'accord. Ouais. Okay. Donc peut-être que la petite crispation tu sais comment je le prends, ça à avoir. Tu sais comment je le prends, ça, je le prends comme une excellente question qui mérite vraiment de prendre de la distance et du recul. Parce que franchement, la position que tu as, pour moi, c'est juste en gros, on est en train de mentir ou ne pas dire la vérité telle qu'elle est pour éviter à ce que les plus fragiles s'effondrent. Moi, ça, c'est pas quelque chose que je peux faire. En disant ça, Léo, tu prétends que ce que tu dis, c'est la vérité. Et je trouve que quand on dit qu'il faut avoir de l'humilité, il faut savoir que peut-être que ce que je dis, c'est la vérité et peut-être que ça n'est pas. Tout ce que j'ai dit à propos de Palantir, ses positions politiques, son idéologie, etc., c'est des choses qui sont factuelles. Son rôle, sa création, etc. Et son pouvoir. Ce sont des choses qui sont factuelles. Est-ce que la situation est flippante parce que je l'ai dit? Non, elle est flippante parce que ça existe. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ignore pour éviter de faire peur aux plus fragiles? Et là, tu réponds pas à la question que je pose. C'est pas Palantir que je remets du doigt et tout ce qu'on a dit sur Palantir. C'est de dire qu'à un moment donné, cette espèce de mouvement qui est la partie émergée
d'un mouvement qui va dans une bonne direction, qu'en fait, ce mouvement-là, il a été associé à Palantir. Alors, les gens... Pour envoyer les gens dans le mur. Laisse-moi terminer. Pour envoyer les gens dans le mur. C'est cette partie-là que je trouve très, très, très mince comme hypothèse et qui est pas quelque chose qui est corroboré par les faits. Et ça, j'ai le droit de le penser, de le dire. Et je crois qu'il y a Nico qui a envie de causer depuis un moment. Ouais, quoi qu'il en soit, ce qu'on peut accepter, c'est que nous n'avons pas matière pour, dire c'est ça ou c'est ça. C'est avoir une opinion définitive sur un sujet. C'est comme si, tu vois, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est rouge ou est-ce que c'est noir? Voilà, ça, tu vois quelque chose, tu le définis. Voilà, pour que ça soit clair. On fait des projections, on fait une analyse, on essaie d'avoir une compréhension, une projection sur ce qui sera et tout. Mais moi, et je vous laisserai finir cette conversation, et c'est par rapport aux personnes fragiles. Voilà ce que je pense. C'est que le Christ, il a déclaré à un moment donné que le royaume du Père, il est ici parmi les hommes. D'accord? Et il est ici parmi les hommes toujours. Mais toujours. C'était pas mis au conditionnel. C'est pas genre il viendra, il est pas venu, il est là. Et vous savez, c'est quoi? C'est la véritable énergie, le véritable pouvoir humain, c'est l'attention. C'est ce à quoi on donne l'attention. On devient ce à quoi on donne l'attention, etc. Et moi, je me suis rappelé d'une scène un peu qui m'a marqué. J'ai vu des images d'archives, etc. Et j'ai vu des soldats dans les tranchées sous les bombardements. Et tu sais, ils adoptent parfois, il y a des chats perdus, des chatons, des chiens, etc. Et avec ce mot-là, il s'est créé un petit coin de paradis. Comme un espèce de lieu dans lequel la guerre est devenue d'un coup plus abstraite. C'est-à-dire qu'il y a la réalité matérielle et il reconstitue le royaume du Père là, dans n'importe quel contexte, etc. Donc pour dire que pour les gens fragiles, etc., que le pouvoir de notre attention peut nous permettre de survivre dans des situations dans lesquelles on s'est dit non, c'est pas possible que je vive en stress pareil, une chose sobre pareil comme ça, enfin quelque chose de tellement horrible que c'est même inenvisageable. Et pourtant si, la force nous a été tous donnée à chacun de pouvoir recréer quelque chose d'authentique, de beau, de naturel et qui vient tout directement de la volonté créatrice afin de traverser n'importe quoi. À partir de là, juste n'ayez pas peur, quelle que soit l'issue, que ce soit que Trump soit un traître à l'humanité ou que ce soit quelqu'un qui part de bonne volonté, quoi qu'il en soit, vous avez tous la force de le traverser de l'instant. Oui, mais c'est une force qui se prépare. Et justement, la question sur les personnes fragiles, elle est très pertinente. Et comme je dis, elle mérite de prendre la distance et du recul parce que je ne pense pas qu'une personne fragile, c'est-à-dire une personne qui entend une actualité qui a les genoux pliés, en restant comme elle va pouvoir traverser tout ça nickel. Parce que ça veut dire que cette personne-là, elle s'imagine une version du monde qui est irréelle, donc elle vit dans une illusion, et que quand son illusion va être confrontée avec la réalité, c'est-à-dire avec l'avenir, on ne sait pas comment ça va se passer et tout ça, cette personne-là va s'effondrer complètement. Et donc, si tu veux, Rudy, notre rôle, je pense, et c'est pour ça qu'il faut qu'on discute, et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ces échanges, je ne pense pas que notre rôle est de protéger les personnes fragiles, c'est de les renforcer. Et c'est pour ça qu'on fait des émissions qui, au final, nous permettent de parler de sujets vraiment très, très, très difficiles, et en le faisant avec un certain temps, et une ambiance et une compréhension qui ne te laisse pas avec l'impression que tu viens de te prendre un je ne sais pas quoi dans le derrière, tu vois. Et du coup, pour moi, personnellement, chacun notre pouvoir, quand j'avais froid, je ne me suis pas mis en chaud. J'ai été prendre des douches froides et après, j'avais plus froid. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est différentes approches. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. Ouais. Non, c'est pas différentes approches. T'as raison là-dessus. Et parce que, ce que je veux dire, c'est que déjà, les personnes fragiles, il y a un petit côté condescendant. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été une personne beaucoup plus fragile que ce que je suis. Je suis peut-être encore un fragile aujourd'hui. Ça dépend à quoi tu te compares. Mais je me suis pas mal renforcé avec les années. Donc déjà, c'est une option, une possibilité. Après, je dois rajouter quelque chose que j'ai mentionné un petit peu au début de l'émission. Ouais, ça m'a un peu cassé les couilles, la vidéo d'Alain Soral. Tu vois, un type avec sa carrure, sa stature, et qui arrive et qui dit à des gens que peut-être ils rentreraient dans la catégorie des fragiles qu'on est en train d'évoquer là. Genre, ouais, en fait, Trump, c'est un salaud, en fait, il n'y a pas d'espoir. Maintenant, il n'y a que le Deep State et un connard qui suce la bite au Deep State, et puis Israël et que machin grand.
ça m'a saoulé et je me sentais un petit peu dans la nécessité de rééquilibrer le plateau de la balance. Donc peut-être que ce que je t'ai répondu à toi, c'est un petit peu à lui que je lui ai répondu aussi. Donc, voilà. Mais peut-être que moi, je suis venu parce que l'inconscient divin, il t'a projeté quelque chose pour te pointer du doigt, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu parles de Dieu, mais tu as posé ta foi sur Trump. Et dès que quelqu'un déstabilise et remet en question... Franchement, si quelqu'un remet en question Dieu, je n'ai rien à foutre, en fait. Je comprends maintenant... Dieu, je parle. Je comprends maintenant Dieu, je comprends son autorité, je comprends son pouvoir, je comprends ma relation avec lui. De ce fait, si d'autres personnes viennent et cherchent à s'interposer entre moi et mon père, j'en ai absolument rien à foutre, en fait. Est-ce que t'en as vraiment rien à foutre? Parce que maintenant, si tu vois un de tes frères croyants qui est à côté et qui, à un moment donné, il est sur les genoux en train de pleurer parce qu'il te dit, putain, moi, je croyais en Dieu, j'avais mis tellement d'espoir en Dieu et que finalement, maintenant, Dieu, il m'a pété tous mes espoirs. En fait, il n'y a rien, le monde, c'est rien, tout est que de la merde, donc je vais retourner à penser qu'à moi. Est-ce que tu vas pas avoir quelque chose à foutre de ce que la personne a dit à ton frère? Est-ce que tu vas pas avoir envie de prendre ton frère par la main, de le relever, de lui dire, tu sais quoi, il y a d'autres aspects à prendre en compte dans la situation. Ce qu'il t'a dit, peut-être qu'il faut pas tout prendre comme argent comptant. Est-ce que tu te sentirais pas cette responsabilité? Non, pas du tout. Mais quoi? Je ne suis pas l'avocat. Je ne suis pas l'avocat de Dieu. Bah pourtant, c'est ce que tu as fait avec moi à un moment donné. Alors, répète, j'ai pas compris du coup ce que tu as dit. Répète ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, si jamais, voilà, mettons, il y a un tel qui va te faire une diatribe anti-déiste totale. Il va passer 1 heure à t'expliquer que Dieu n'existe pas, et que c'est de la merde, que les gens qui y croient c'est des faibles, que de toute façon ce qui compte c'est l'égoïsme personnel et tout ça. Ok. Et toi là maintenant tu passes un coup de fil à ton petit neveu par hasard, il t'appelle et il est en larmes. Mais pourquoi tu pleures, Jojo? Pourquoi tu pleures? Ben, je pleure parce que je viens de voir l'émission de machin. Et en fait, moi, j'avais foi en Dieu et tout ce qu'il a dit, ça m'a complètement coupé les genoux, ça m'a enlevé ma foi, ça m'a cassé. Je crois qu'en fait, il a raison. Je crois qu'en fait, je me suis trompé pendant toutes ces années. Je crois qu'en fait, je vais retourner voir des prostituées et prendre de la cocaïne parce que ce qui compte, c'est le plaisir personnel. Est-ce que tu te sentiras pas une responsabilité vis-à-vis de ton petit neveu de lui dire, hey, attends, prends du recul, respire un bon coup. Il y a peut-être des choses qu'il faut remettre dans le bon ordre. Juste pour que je comprenne. Là, tu es en train de comparer ta réaction à propos de Soral et ton intervention de ce soir à ma relation avec Dieu. Je la compare pas, je fais un parallèle. Non, tu fais un parallèle mais en gros... entre... Non, mais regarde, écoute-toi bien. Écoute-toi bien ce que tu es en train de dire. C'est à toi que tu parles, pas à moi. Donc, tu es en train de dire que ta relation avec Trump, c'est la même relation que la mienne avec Dieu. Bah, parce que dans cette situation, tu as pris la position de défendre Trump. Non, c'est pas un piège. Je veux dire, c'est un parallèle. Ce que je veux dire, c'est que... Oui, mais c'est un parallèle. Rudy, c'est un parallèle. C'est un parallèle qui est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu parles de Dieu, mais moi, je parle de Dieu. Toi, tu parles de Trump. Parce que quand on parle vraiment des choses importantes où on se permet de remettre en question Trump, tu ne fais pas juste un débat, tu défends quelque chose. Et tu n'es pas censé défendre Trump. Tu n'es pas censé défendre, mais si on fait un débat, je suis quand même supposé, c'est quand même légitime d'avoir un camp, pas un camp, mais d'avoir une pensée et de défendre sa pensée. Et je pense que les gens qui arrivent et qui te disent ouais, en fait, Trump c'est de l'opposition contrôlée, il fait juste ça pour prendre les neutraliser les gens qui pensent différemment, c'est un argument qui a été, que moi, je pense, n'a pas de valeur et que j'ai débunké 15, 20 fois. Et c'est juste ça que je veux faire. Ouais, mais en attendant, les gens qui pensent ça, ils ont toutes les raisons de penser ça, parce que en attendant, Trump, d'un côté, il publie une vidéo où il dit que Netanyahou est un enculé. De l'autre côté, il demande à Netanyahou de faire la guerre qu'il rêvait tellement. Donc, si tu veux, le principe d'une opération psychologique, c'est de te pousser un point où tu ne sais plus quoi penser. Alice au pays des merveilles, tu ne sais plus quoi penser. Donc, quand tu prends Alice au pays des merveilles, quand tu as une grille de lecture différente, c'est quand tu penses que tu as des bases et que ces bases ne fonctionnent plus, mais que tu insistes, tu essaies de t'accrocher dessus. Et je sais pas, putain, mais Léo, je comprends pas. Je te comprends pas, Léo. Tout à l'heure, on parlait d'Alexis. On parlait de l'analyse qu'il a faite sur le conflit en Iran. Mais parce qu'on ne pense pas noir et blanc. On pense pas noir et blanc. Tu vois, c'est ça le truc. Là, tu penses un peu. Là, tu penses le contraire de ce que tu disais tout à l'heure.
Non, pourquoi? En tout cas, tu exprimes le contraire de ce que tu exprimais tout à l'heure. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, on parlait d'Alexis tout à l'heure, on parlait des analyses. Explique-moi en toi, parce qu'en fait, si tu veux, dans ta tête, c'est Trump, il est gentil ou il est pas gentil. Dans ta tête. Non, c'est pas ça. C'est l'un ou l'autre. Ça peut pas être plus complexe que ça. Il est en train d'agir d'une certaine manière et que cette action, elle est complexe parce que ce qu'il fait, c'est différent de ce qu'il dit. Voilà. Et que avec toutes les années qu'on a de recul, on se rend compte que si on écoute ce qu'il dit, si on regarde ce qu'il fait au premier degré, eh ben en général, on n'a pas la bonne analyse. Exemple parfait. Très bien. Oh là là, non, je veux pas publier les dossiers d'Epstein. Alors, si jamais tu te sers de cette phrase « je ne veux pas publier les dossiers d'Epstein » comme une justification qu'en fait c'est un salaud qui a violé des enfants, eh ben tu vas te planter, tu vas dans le mur. Et on a tellement de recul et tellement d'occurrences. Attends, laisse-moi terminer. On a tellement de recul et d'occurrences que ça s'est passé comme ça que lorsque on arrive et que sur l'exemple de la guerre en Israël, on dit ouais en fait Trump il est soumis à Netanyahou et il va faire la guerre des Israéliens et la guerre de Netanyahou, eh ben je pense que cette analyse est fausse et que la personne qui dit ça va dans le mur. Et je pense que c'est aussi en partie mon rôle, de par ma position que j'ai eue dans ces émissions qu'on fait ensemble depuis toutes ces années, qu'il y a un certain nombre de gens qui me disent, qui se disent, je comprends pas trop ce qui se passe là avec Trump. Peut-être que Rudy va pouvoir me donner quelque chose qui va pas m'aider à mieux comprendre, mais qui va me donner, un scénario que j'avais peut-être pas envisagé. Et que voilà, qui va faire sens. Et ben du coup, je pense que c'est mon rôle de l'exprimer, ce scénario qui va faire sens. Et c'est ce que je fais. Voilà. Après, ça veut pas dire que je suis une statue de Trump et que je me mets à genoux tous les matins devant lui. Moi, je te dis, Rudy, on est très fort à se manipuler soi-même et on peut des fois penser que on va dans une direction et qu'en réalité, moi, je te dis, tu as donné ton parallèle avec Dieu, ok? Moi, si quelqu'un remet en question Dieu, je n'ai rien à foutre. Si Alain Soral fait une vidéo demain pour dire Dieu comme ci, comme ça, mais je m'en bats les couilles à un tel point, t'imagines même pas. Tu vois, même si j'ai l'antichrist lui-même qui vient ici pointer du doigt Dieu pour dire à quel point tu m'emmènes Al Pacino dans sa version du diable et tout, mais j'en ai rien à foutre. Même si t'as ton cousin Jojo qui est sur les genoux, mais je vais lui dire dans ce cas, copain, si une parole sur Internet a déstabilisé ta foi en Dieu, c'était pas la foi en Dieu que t'avais. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis exactement la même chose que moi, sauf que tu le dis avec... Mais on parle de Dieu, bordel, c'est pas la même chose que Trump. Okay. Et donc, ce que j'essaie de... Là, encore une fois, c'est une métaphore, parce que c'est toi qui as mis Dieu sur le tapis. Mais là, tu fais exactement ce que je fais moi, sauf que tu le fais à la façon Léo, et moi, je le fais à la façon Rudy. Okay. Bon, allez, ouais, on coupe là. Ouais, on est à la bourre. Je suis content. Heureusement que je devais pas défendre le gars que je supporte depuis toujours, Kim Jong-un. Non. C'est pas toi qui as voulu réhabiliter Staline la semaine dernière, Nico? Je me souviens, j'ai un vague souvenir de la semaine dernière. Non, mais je suis bon à ça, moi. Putain, les mecs. En fait, mais ces conversations méritent d'exister. Ces conversations, elles sont très importantes. Parce que justement, ce soir, Rudy, d'une certaine façon, a parlé au nom de tous ceux qui, Rudy, que tu veuilles ou non, qui s'attachent derrière le bateau Trump et qui espèrent que ça coule pas. Moi, j'ai parlé au nom de ceux qui se disent, écoutez, les gars, on est des êtres naturels. Tant qu'on ne vit pas en paix, en harmonie avec la nature, on a encore des choses à... Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis désolé, j'ai raté quelque chose. Je me suis dit pourquoi il réagit pas, Rudy. Ouais. Bon, c'est bon, vas-y. J'étais assez conversation mérite d'exister, tout ce qui a suivi. Non, fini, on repart pas. Je parlais de toi. Non, je disais, dans cette émission, on a eu la version de Rudy et je te disais que même si t'as pas envie de l'avouer, t'es quand même quelqu'un qui est dans le bateau Trump et qui espère que ça coule pas. On a eu ma vision qui est celle de quelqu'un qui pense qu'on est des êtres créés par des lois naturelles et on doit vivre selon ces lois-là et rien ne doit s'interposer entre nous et le respect de ces lois-là. Et on a Nicolas qui a une philosophie un peu complexe et plein de choses, tu vois. Et ce sont des points de vue qui méritent d'exister en fait. Et qui méritent d'exister, mais qui méritent d'être débattus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Et moi, c'est ça qui me dérange. On est les seuls parmi les Q, trucs, machin, Trump, je sais pas quoi, qui acceptons des débats et qui allons faire des débats, même avec des gens qui, tu sais très bien que le débat peut pas bien se passer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc,
Parce que, encore une fois, regarde, on s'est pris la tête et tout ça, mais maintenant on est là, et puis on va fermer l'émission, et puis on va faire le débrief en rigolant, tu vois, et en buvant le thé, la bière, ou je sais pas quoi. Donc, mais pourquoi on n'arrive pas à faire ça dire un truc, Léo. À échelle plus importante? La plupart des gens qui regardent nos émissions, avec qui j'ai l'occasion d'interagir personnellement, ils me disent tous, alors qu'ils se parlent pas entre eux, que ce genre de moment-là, c'est ce qu'ils préfèrent dans nos émissions. Pas parce que ça fait du clash, parce qu'on s'en fout du clash, c'est pas important ça, mais parce que justement, il y a peut-être plus trop d'endroits où effectivement un échange d'idées un petit peu animé peut avoir lieu sans qu'on s'insulte, quoi. Et du coup, ça va. Je dirais, bon, bref. Ouais, non, je vais pas le dire parce qu'après tout le monde s'enferme dans ces safe space là. Tout le monde. Non, mais à propos, non, mais même pas, non, mais, écoutez, je vous propose qu'on finisse là l'émission. Pour moi, c'était important de parler de Palantir, de mettre ça dans la conscience collective pour que ceux qui ne savent pas ce que c'est le savent, et vraiment de prendre le temps de digérer qu'il existe une entité privée aujourd'hui qui dit aux États comment percevoir les choses. Voilà. Aussi simple que ça. Faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est bien de les garder dans un coin de la tête à un moment où la technologie nous dit aujourd'hui que penser, comment s'habiller, etc., etc. Donc, il y a des liens à faire. Sur ce, les amis, en ce qui me concerne, moi, je vais vous dire merci pour cette émission. J'avais que 3 sujets, mais on a fait 3 heures d'émission. Vous êtes en train de prouver un peu que être une émission ce que je courte. fais, ouais, peut-être ça sert à rien à côté, parce que si on peut faire des émissions de 3 heures avec 3 sujets, pourquoi je fais des articles, tu vois? Donc, pourquoi je me prends la tête à faire des sujets? Du coup, je voulais vous remercier encore une fois, vous qui regardez derrière. Dites-vous bien qu'on a rien plan. On sait, Rudy a une certaine pensée, moi aussi, différente, Nico différente, et on s'est dit en privé qu'on va accentuer ces traits exprès pour justement confronter nos idées, parce qu'on trouve que c'est ça qui manque globalement. Donc voilà, en ce qui me concerne, je vais vous laisser sur ça, et je vais passer la parole à Rudy. Moi, j'ai beaucoup parlé ce soir, donc je vais juste vous saluer, vous souhaiter une bonne nuit, prenez soin de vous, et voilà, si Dieu veut, à la semaine prochaine, je vous embrasse. Bye bye. Je fais une outro interminable? Non, je vais dire. Moi, je tiens à insister sur le fait que. Interminable, justement. Et la boucle est bouclée. Je tiens à dire surtout que nous avons chacun en nous une force qui vient directement du Créateur et elle n'attend que de s'exprimer. Voilà. Et cette force vous permet de traverser toutes les difficultés dans la vie. Soyez tous bénis et à la prochaine. Et maintenant, je vous propose de passer au sujet Y-Files. Thierry. C'est bon, Thierry, tu peux nous frapper. Et les amis, merci. Soyez tous bénis en paix. Que la sagesse vous accompagne. Voilà. Merci Thierry et générique.